Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Un podcast aujourd'hui avec un invité qui est vraiment que je voulais rencontrer, qui était pour moi une étape clé dans mon cheminement personnel, mais aussi dans ce que je travaille avec les hommes au niveau de la souveraineté. Cet invité, c'est Olivier Roland. Pour moi, il fait un travail d'utilité publique. Ses livres, ce qu'il propose, c'est assez extraordinaire. Bienvenue à toi. Merci. Je te resserre la main. Voilà. Troisième fois. Merci de m'avoir invité. Bienvenue. Comme je te le disais, c'est un rendez-vous que j'estime plus être un échange de qualité. J'ai ma ligne directrice avec des questions, mais dans lesquelles je me balade et je navigue. Et tu es évidemment invité à poser aussi des questions, à rebondir, à pas être d'accord. C'est pas besoin d'être lisse. Une conversation entre honnêtes hommes. Exactement. Voilà. Entre gentils hommes. J'aime le concept. Ouais. Bah, toi, tu es un rebelle intelligent. Moi, j'estime travailler le côté gentleman en conscience. On en parlera. Et c'est cet axe que j'aime bien offrir et proposer. Et voilà. Et c'est bon pour toi? Oui. All right. Écoute, est-ce que tu connais le men's walk? Bah alors, non, je t'avoue. Ok. Alors, le men's walk, c'est la libération émotionnelle d'homme entre hommes. Donc, c'est la capacité à être entre hommes et de vraiment pouvoir se confier, faire confiance, parler, aller dans des choses un peu deep dive, profondes, et même dans un côté même émotionnel. Si un homme veut pouvoir lâcher, parler, se confier, il sera écouté sans être conseillé, ni jugé, ni tu devrais, etc. C'est un peu le cadre que je te propose ici. Ok. C'est un cadre dans lequel on va naviguer sans chercher à avoir raison, juste à s'écouter. Ça marche. All right. Ouais. Première chose, je sais que tu es parti, tu as fait un peu de yoga, tu étais en Inde. Alors, j'ai fait 2 voyages en Inde, mais c'était, à chaque fois 15 jours. J'ai pas vraiment fait de yoga là-bas. C'était... T'es OK pour faire juste 3 respirations, toi et moi, pour juste s'ancrer? Ah oui, c'est parti, ouais. Et histoire d'atterrir? Ouais. All right. Les pieds bien ancrés au sol, les mains idéalement sur les genoux, sur le côté, comme tu veux. Le dos droit dans une position digne, mais en même temps souple. On va aller voir au niveau des cervicales ce qui se passe. Checker un peu les épaules, atterrir, se connecter à ce moment que nous allons vivre ensemble, avec Axel aussi, qui est à la régie, qui adore ce que tu fais. Et c'est parti, prendre une grande inspiration qu'on va prendre par le nez. On va venir remplir le ventre, puis les poumons. On reste en apesanteur, en apnée, quelques secondes, histoire de se connecter puissamment à ici et maintenant, à ce moment qui ne se reproduira pas. Et on expire tranquillement par la bouche. Allez, une deuxième. On reste une dizaine, quinzaine de secondes en apnée. On observe ce qui passe. Et on expire dans 3, 2, 1. Et une dernière, c'est cadeau, tu restes aussi longtemps que tu veux, 10, 20, 30 secondes. Et tu reviens quand tu veux. Voilà, et tu gardes les yeux fermés. Je vais te poser une question, et quand tu les rouvres, tu pourras répondre très simplement comment tu te sens. L'invitation, c'est d'éviter le bien, pas bien, ça va pas, fatigué, jetlagué, alhamdoulilah, et de vraiment aller dans un lexique de l'émotionnel. Donc il peut être en joie, content, anxieux, stressé, en colère, furieux, ce que tu veux. Écoute, je suis plutôt relax. Ces 3 respirations, ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Moi, oui, je pratique la méditation quasiment tous les jours. Je fais du yoga quand même, un peu toutes les semaines quand je suis à Dubaï. Ok. Je voyage 6 mois par an, alors quand je voyage, j'en fais un peu moins. Ouais. Et ça m'aide à me relaxer, à me sentir bien. Donc, tu vois, faire ce genre d'exercice de respiration, ça permet de poser immédiatement l'état émotionnel. Exactement. Mais avoir un podcast, c'est rare. Ah bah oui, c'était la première fois. C'est ça que j'aime. Ouais. C'est-à-dire que c'est de s'offrir ça, au risque de paraître bizarre, mais de s'offrir ce moment. Parce que pour moi, il y a une connexion immédiate.
Je suis d'accord. On est là tous les deux. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut se prendre 3 minutes? Tu as dû le dire X fois, juste nous rappeler un peu ton parcours. Tu peux même saupoudrer de ce qui t'amuse. En tout cas, je vais te parler plus le parcours enfance, scolarité et début d'entrepreneuriat. Oui, ok. Tu vois, dont tu parles dans ton livre, mais juste pour poser le cadre un petit peu de écoute, parcours. Donc, moi, j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. En fait, j'ai arrêté l'école à 18. J'aime bien dire que j'ai un bac -2. Donc, avant d'avoir le bac, j'ai travaillé 1 an sur le projet et j'ai créé une entreprise de services informatiques qui, plus tard, a pivoté sur le développement logiciel également. Et en fait, c'est une aventure vraiment très enrichissante. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais un geek timide, mal dans sa peau. Je n'osais pas parler aux filles. Et donc, comme beaucoup de gens timides, je me suis réfugié dans l'informatique. Parce que l'informatique a 2 grandes qualités. La première, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'interaction humaine. Donc, pour quelqu'un de timide, c'est parfait. Et 2, c'est vraiment un monde extrêmement profond. On peut passer sa vie à explorer l'informatique. Il y a tellement de choses à faire. Et donc, j'étais quand même pas complètement asocial. Et j'avais quelques amis. Et avec un ami, on s'est rendu compte qu'en fait, régulièrement, on dépannait des gens sur des problèmes qui leur paraissaient insurmontables en informatique et que nous, on résolvait comme ça. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça? Et donc, on a été plutôt malin à l'époque, on avait 18 ans, on a fait un peu du Lean Startup sans le savoir. C'est-à-dire que le Lean Startup, ça consiste à vraiment sortir le plus vite possible sur le marché ce qu'on appelle un produit minimum viable. Et comme disait le fondateur de LinkedIn, si tu n'as pas honte de ton premier produit, c'est que tu ne l'as pas sorti assez vite. Donc nous, on l'a fait sans J'aime bien ça. Voilà, on a fait une start-up comme M. Jourdain faisait de la prose, tu vois. Ok, mais ça a parlé à plein de perfectionnistes aussi, ça. Ah oui, alors ça c'est très important dans ma philosophie. Je suis vraiment, tout mon système d'exploitation et ce que je mets en place, c'est que ça lutte contre le perfectionnisme. Donc on s'est dit, ok, comment on peut gagner de l'argent avec ça? Et on n'a pas commencé à se dire, ok, on va faire un business plan sur 3 ans, lever des millions et démarrer une start-up. Non, on s'est dit, ok. Quelle expérience on pourrait mettre en place pour voir si, effectivement, il y a un potentiel économique, ou bien si on est comme Don Quichotte et qu'on est en train de prendre des moulins à vent pour des géants. Donc, on l'avait pas formulé comme ça à l'époque, mais c'était l'idée. Parce que pour 18 ans, là, je me serais dit, là, les gars sont loin. Hein. Là, je te fais l'analyse avec la rétrospective. Bien mais sûr. quand même, on avait cette idée de tester notre idée sur le terrain, tu vois. Et donc, on a tout simplement passé une petite annonce dans un journal d'annonce local. Donc c'était en 99, c'était encore en francs, donc je vais crois qu'on est quasiment de la même. T'es en 81, toi, non? Moi, je suis dans 80, oui. 80, ok. Et de Lille? Je suis de Lille, oui, absolument. Donc je suis un vrai ch'ti. Et donc on passe à une petite annonce qui avait coûté quelque chose comme 10 € à l'époque, et en un mois, on fait 800 € de chiffre d'affaires. Alors qu'on n'avait pas de voiture, on devait aller chez les clients en bus, enfin on avait 18 ans, tu vois. Moi j'avais peut-être 10 € d'argent de poche par semaine et encore. Donc waouh, tu vois, là je vois ça, je me dis ah ouais quand même, ça marche, je veux dire. Puis on voyait bien que les clients étaient contents, on arrivait à résoudre leurs problèmes, ils nous donnaient l'argent dans nos mains, enfin tu vois, c'était validé, le concept était validé. Et à côté de ça, j'étais en première littéraire parce que j'avais toujours rêvé d'être auteur, donc c'est intéressant aussi de voir que finalement je suis venu à ça à bout d'un moment. J'étais dans une situation qui, pour beaucoup d'hommes, aurait été un paradis, mais qui, pour moi, était l'enfer, étant donné que j'étais timide. Dans une classe de première L, sur 32, il y avait 4 mecs. J'étais en L aussi, ouais. Voilà, il y avait 4 mecs, 28 filles. Ouais. Ce qui, avec le recul, c'est quand même plutôt cool, mais moi, je ne savais pas du tout utiliser cette opportunité. Pas les skills à l'époque. J'avais pas du tout les skills pour utiliser ça, au contraire. De toute façon, j'avais toujours été un peu... mal à l'aise finalement en 4e, par exemple, j'étais le souffre-douleur de la classe, bon voilà. Et donc, il y a ça, plus le fait que vraiment j'étais extrêmement démotivé à l'école. Je m'étais même fait convoquer par le directeur qui m'avait dit bon Olivier, il faut qu'on parle. Il y a des professeurs qui se plaignent de vous parce que en fait, vous êtes tellement démotivé que vous les démotivez. T'imagines? C'est tristesse dans le film de Pixar, dans Les 4 émotions. Avec oui. Tristesse qui est quand même. Ouais, alors. Vice-versa. C'était même pas tristesse, c'était ennui. Tu vois? Tu prêches un convaincu, hein. Moi c'est la même. Hein. Moi, ouais, non, je suis pas quelqu'un de triste. Moi, je suis quand même plutôt optimiste. Je vois la vie du bon côté, mais là, je m'ennuyais comme un rat mort en fait. Moi, je faisais Radical au fond de la salle. Tu vois, c'est un magazine de rap. Ouais. Je me mettais au fond de la salle. Ouais. Alors pareil, moi, je faisais à Saint-Jean-de-Bray, dans la banlieue d'Orléans. Je faisais japonais.
option japonais au lycée public, mais j'étais une brêle. Et je lisais mon magazine de rap au fond de la salle. Les autres, ils roulaient à côté. Moi, je lisais mon magazine. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Alors ouais, là à mon collège, à mon lycée, on pouvait pas rouler, c'était un lycée privé. Mes parents roulaient. On pouvait pas rouler. Voilà, mes parents roulaient pas du tout sur l'or, mais ils avaient eu une bourse et m'avaient mis quand même dans une bonne école, tu vois, lycée privé catholique, etc. Donc là, clairement, il y avait une discipline quand même, tu pouvais pas rouler ton joint. Je parle d'un autre roulé, ouais, ok. Tu pouvais pas rouler ton joint dans la salle, etc. Mais c'est vrai que, tu vois, à l'époque, dans la salle de classe, j'étais comme ça en train de dormir sur mon... Ah, mais je comprends, ouais. Et c'est ça qui est dingue, et c'est aussi une leçon que j'aime bien partager aux jeunes, et puis même aux moins jeunes, tu vois, c'est que en quelques mois, quand j'ai décidé... Donc voilà, tu vois la combinaison de, OK, le potentiel économique, et j'étais pas à ma place à l'école, ce qui fait que je cherchais un échappatoire, je me suis dit, je vais créer ma boîte, en fait. Et mon ami, lui, a souhaité continuer ses études et passer au moins le bac, et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, moi je vais le faire tout seul. Mais ce qui est dingue, c'est que en quelques mois, je suis passé du Olivier qui était tellement démotivé, qui démotivait les autres, j'étais une sorte de trou noir à énergie, à un Olivier inarrêtable, qui a réussi à créer sa boîte extrêmement jeune et en faire un succès. C'était un élève quantique et cosmique qui a aspiré l'énergie des profs. Ouais, c'est ça. Mais quelques mois après, j'étais une fusée, tu vois. Et ça, c'est important comme message parce que pour tous les jeunes ou les moins jeunes qui nous regardent et qui sont peut-être dans une période de leur vie, ils sont un peu sans énergie, apathiques, etc. C'est vraiment pas une destinée. C'est peut-être juste quelque chose à l'instant T parce que ce que vous avez autour de vous, votre environnement ne vous convient pas. Et il suffit juste que vous trouviez un projet qui vous challenge suffisamment pour vous faire renaître, en fait. Et vraiment vous faire révéler vos compétences et ce que vous êtes vraiment. Donc c'est vraiment une question de place. Ouais. C'est une question de place et d'environnement. Et de projets qui te challenge et qui te donnent envie de tout donner, en fait. Mais si tu es dans un écosystème qui te propose ces projets challengeants, ça peut aider. On est d'accord. Là, il y a des écosystèmes qui sont nourrissants et d'autres qui ne le sont pas. Ça, tu en parles dans ton premier livre. Oui. Là, j'en fais une petite allusion au début, que j'aurais adoré lire quand j'avais 20 ans. Oui. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est intéressant que tu dises ça parce que une de mes motivations pour l'écrire, c'est que j'ai voulu écrire le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai créé cette première boîte parce que passer le statut de lycéen chez l'entreprise, c'est pas facile, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Clairement. Celui-là, tu sais que je l'écoutais en livre audio avec mon beau-fils. On allait enregistrer un podcast sur la masculinité à Anvers. Et je lui ai passé, il a 16 ans. Je lui ai passé dans la voiture un peu discrètement. Tu sais comment c'est à 16 ans, faut pas y aller en frontal. Faut pas lui dire j'ai un super livre pour toi. Il me dire ok, d'accord. Exactement. Ouais. Et je lui ai placé discrètement entre deux chansons de rap, entre deux morceaux de Kendrick Lamar. Je lui ai passé. Il t'attend, remets le passage là. Ah ok. Il était assez intéressé. Pour moi, c'est de l'utilité publique. Ce que tu as offert là, c'est de l'utilité publique. Je souhaite vraiment à beaucoup de jeunes. Alors, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'il y aura forcément des gens qui ne seront pas connectés, des jeunes même qui ne seront pas connectés. Oui. Mais qu'au moins ceux qui sont connectés puissent y avoir accès. Parce que ces livres-là n'existaient pas en français. C'était très rare d'avoir Oui, c'est vrai. Des livres qui allaient à contre-courant du dogme un peu académique. Et pour les élèves, alors je dis nous parce qu'on est vraiment de la même génération. Je suis de 82, tu es de 81, on est tous les deux de province. Moi, je venais d'un quartier HLM d'Orléans. Si tu veux, le réseau était gris pour moi, tu vois. Je ne voyais pas trop vers quoi j'allais aller. Ma bouée de sauvetage, toi, ça a été l'informatique. Oui. Moi, ça a été le rap indé à l'époque et le japonais. Intéressant. J'ai découvert la culture japonaise. Alors, j'étais pas du tout dans les mangas, les animés, mais j'ai mélangé. Je dis, mais attends, j'adore le rap et je me retrouve à faire du japonais. Mais ça m'intéresse pas, la culture m'en fout. Est-ce que les Japonais font du rap? Et tu parlais de 19 ans où toi tu allais avec donc ton ami faire de la réparation, etc. Moi à 19 ans, je vendais des vinyles de rap japonais par la poste. Incroyable. Tu vois? Wow. Et tout le monde se foutait de ma gueule. Tous mes potes se foutaient de ma gueule, ils m'ont des trucs de chinois et tout. Et même, je commençais après, je faisais les coréens, rappeurs japonais. Et moi c'était ma niche à moi, c'était ça. Et tu arrivé à gagner ta vie avec ça? Honnêtement, non. C'était un complément de revenu. Ça permettait d'avoir un peu d'argent déjà à 19 ans. Et je me suis rendu compte que j'ai fait 5 choses avec le rap japonais. Et la dernière, c'est ce qui m'a rapporté. C'est quand je te parlais de visualisation tout à l'heure. Il y a un mois et demi, je faisais le trajet Marrakech-Paris en voiture. Oui. Je ramenais la voiture à Paris. Donc tu passes tu prends un ferry quand même pour j'ai pris aller en Espagne. J'ai pris un ferry à Tanger, Algeciras, etc. Et après je traverse toute l'Espagne, toute la France. Donc quasiment 3000 km. Donc pareil, je me poserai encore dessus tout à l'heure,
J'ai dézingué Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Qui est le nouveau livre, oui. Qui est ton nouveau livre, on va en parler. Et je me rappelais en fait tout le process, tout ce que j'ai pu faire, et je voyais toutes les résonances dans ton process. Et je me disais, c'est fou en fait, c'est tant mieux que j'étais dans une ville où je ne voyais pas d'opportunité, tant mieux que j'étais dans un système qui était un révélateur pour moi. C'est-à-dire que mon ennui était tellement insupportable que j'étais obligé par survie de trouver quelque chose. Tu vois, ouais. Et ça résonnait, je voyais quand tu parlais de ton ennui, il y a une résonance. Quand tu es tellement dans une bulle où tu te dis mais comment je vais faire, je suis même pas au début, je suis peut-être au 5e de ma vie, et je m'emmerde déjà en fait. Ouais. Et je termine juste là-dessus. J'étais sur les bancs du lycée avec mon meilleur pote de l'époque. J'étais en échec scolaire. J'avais redoublé la 3e, la seconde. Le bac arrivait, j'étais en... Ah oui, j'avais redoublé la seconde, tu vois. La seconde, ouais. Bienvenue au club. Pareil, j'ai pas de visibilité. Et je dis, j'en ai rien à foutre, je veux faire un podcast, un documentaire pour Trax. Tu te rappelles de Trax ? Non. Sur Arte, le vendredi soir. Ah, je regardais pas ça. C'était une émission un peu culture alternative, musique indé, rap indé, électro, tout ça, cinéma. Elle me dit, ok, garde la pêche, passe le bac, on se rappelle. Et 1 an et demi après, on m'appelle pour pitcher un documentaire chez eux et je le revends, tu me demandais si j'ai gagné ma vie, je le revends pour 10 000 € d'images de rappeurs japonais. Donc c'était, si tu veux, Et comment tu les avais eus ? Eh ben, c'est venu à moi en fait. C'est une équipe d'anglais de la BBC qui m'a contacté. J'ai monté un label pour distribuer mes vinyles japonais. Donc j'avais une visibilité, j'avais un site. Et on était 2 en France, il y avait Sae Sibo à l'époque, qui était une métisse franco-japonaise, et il y avait moi, on était les 2 spécialistes, si tu veux, du rap japonais en France. Wow. Et on me démarche, on me dit, tu veux pas aller parler pour nous, parce que tu maîtrises mieux, et nous on a des images, toi t'as le legit un peu, tu sais, t'es le spécialiste français du rap japonais, et ça s'est fait comme ça. Et tu parles le japonais couramment ? Je parle japonais, ouais. D'accord, et tu le parlais à l'époque aussi ? À l'époque catastrophique. Ah bon, d'accord. Japonais scolaire. Ouais. Et pour la petite anecdote, Arte, je vais chez Trax, programme 33, c'était leur boîte de prod vers Bastille, et là ils me disent, alors c'est cool, tu sais ce qu'on va faire, au début tu vas commencer en mode Terminator, on va te filmer, puis tu présentes le documentaire en japonais. Ok. Et je dis, ah ouais, avec mon japonais scolaire fatigué, et je l'ai fait, tu vois. T'as encore les images du coup ? Alors, j'ai une VHS. Ok. Ouais. Tu devrais la mettre sur YouTube. Il faut que j'arrive à bien la retranscrire. Avril 2004, l'émission de Trax, début avril. Je suis passé sur France 3 en 2001 et j'ai fait numériser la cassette et je l'ai mis sur ma chaîne. Il faut que je le fasse. C'est rigolo de voir un peu l'évolution. Ouais, clairement. Beaucoup de résonance. Hein. Moi, c'était en 2004. Et toi, c'était pourquoi 2001 ? C'était une émission locale. Comment j'étais passé dedans déjà ? C'était via... Parce que donc, pour créer mon entreprise, je me suis fait aider par tout le réseau d'associations d'accompagnement à la création d'entreprise qu'il y avait dans ma ville. J'ai littéralement fait toutes les structures pour voir ce qu'elles avaient à offrir, parce que moi je débarquais complètement en ce monde-là, je connaissais rien, tu vois. Donc je me suis fait finalement, c'est aussi grâce à ces structures que j'ai pu démarrer mon entreprise, parce que j'avais pas non plus d'argent, tu vois. Donc je n'ai pas démarré grand-chose, j'avais besoin de 15 000 €, tu vois, c'était une boîte de service, donc il n'y avait pas de stock, etc. Mais je devais quand même avoir un petit peu de trésor, pour acheter une voiture, je venais juste de passer mon permis, enfin tu vois, c'est... et donc j'ai eu 2 prêts d'honneur faits par une de ces structures de 7 500 € en tout. Et les 7 500 € qui restent, c'était la moitié la banque. Et là, il fallait que je fasse un apport. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai appelé chaque membre de ma famille pour demander ce qu'ils pouvaient faire, quoi. En disant, je vous rembourserai dès que possible. Et quasiment tout le monde dans ma famille m'a prêté un petit peu. Tu vois, c'était pas grand-chose. 150 € par-ci, 500 € par-là. C'est surtout les grands-parents qui ont aidé, tu vois. Et donc, avec 15 000 €, j'ai démarré. Ça n'a pas suffi d'ailleurs, parce que vraiment, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais comme un poulet sans tête, tu vois, je courais dans tous les sens. Donc, au bout de 6 mois, j'ai failli j'ai bien aimé cette expression. Mettre la clé sous la porte. Mais j'avais compris en analysant puis en discutant avec ceux qui m'ont accompagné, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que j'ai très vite compris que pour être entrepreneur, il faut préférer les taureaux aux autruches. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu as des problèmes comme ça, tu prends le taureau par les cornes plutôt que de faire l'autruche. L'entrepreneuriat, ça génial, c'est que tu peux pas te cacher tu peux pas cacher tes problèmes, parce que si tu mets tes problèmes trop en dessous du tapis, un jour ou l'autre, ton business va en pâtir.
De toute façon, tu es connecté à la réalité en permanence, tu ne peux pas fuir en fait. Et ça t'apprend très vite à anticiper les problèmes, les régler, et puis vraiment à ne pas avoir honte de demander de l'aide. Ce que j'ai fait, tu vois, quand j'ai vu que j'allais droit dans le mur, j'ai appelé tous les gens qui m'avaient accompagné, je leur ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Et donc on a fait une analyse, on a vu que ce n'était pas un problème de business model, mais c'est juste que j'avais fait des mauvaises opérations marketing. Et donc du coup, la structure qui m'avait aidé m'a trouvé un autre prêt qu'avait lancé l'État à ce moment-là pour aider les jeunes entrepreneurs. Et c'était, je sais pas, c'était 5 000 €, un truc comme ça. C'était rien, tu vois. Mais rien que ça m'a suffi à mettre la tête en dehors de l'eau suffisamment longtemps pour faire du business un business rentable qui a finalement duré un peu plus de 10 ans avant que je le revende sous forme de 3 portefeuilles clients parce que je voulais me consacrer à mon nouveau business. Magnifique. Ok. Donc ce serait de la responsabilité radicale. L'entrepreneuriat. Tu ne peux pas faire autre chose en entrepreneuriat. Tu es obligé. Quand tu es entrepreneur, tu dois. C'est beaucoup. Toi, je fais une analogie au début du premier livre en disant c'est comme de piloter un avion. J'ai pris des cours de pilotage, j'ai fait mon lâcher, c'est-à-dire quand tu es capable de faire décoller l'avion, tu fais le tour de l'aéroport et tu te poses. Et donc, tu as une incroyable, enivrante sensation de liberté, mais en même temps, tu es responsable. C'est responsable. Si tu fais une bêtise, tu peux te retrouver dans un arbre, dans une ferme, en avion, c'est pareil avec ton entreprise. Donc la liberté, obligatoirement, implique la responsabilité. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait de in and out dans l'entrepreneuriat. Et clairement, la responsabilité était une des choses qui souvent m'a terrorisé, m'a épuisé. Et toi, j'ai monté un business au Japon en 2009 et qui a explosé en vol, qui a démarré très bien et qui a explosé en vol au bout d'1 an et demi. Un business de quoi ? C'était un ami à moi qui avait lancé une marque de vêtements sur Paris et je l'ai reprise. J'étais l'agent commercial au début à Tokyo. Et après, moi, je gérais toute la partie Japon-Asie. Et à l'époque, pour te dire, quand j'ai lancé ce business-là, j'étais à la rue. Vraiment à la rue, quoi. C'est-à-dire que je me nourrissais de nicotine, 2 yaourts par jour. Je dormais par terre sur le linoléum chez un pote. Wow. À Tokyo. À Tokyo, ouais. Et clairement, je me rappelle que quand ça s'est cassé la gueule, j'ai eu toute une phase. Et c'est pour ça que ton livre, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Moi, j'étais un faux fumiste et un vrai perfectionniste. Je fais semblant de m'en foutre alors qu'en fait. D'accord, intéressant. Et clairement, je suis passé par cette phase où le côté responsabilité, limite, je me suis flagellé après. Je dis, voilà, peut-être qu'il faut que j'arrête là avec l'entrepreneuriat. Et j'admire le côté pugnacité d'y revenir. Et bon, c'est tout, je sais pas. Et être capable de dire je sais pas, c'est une sacrée force. Tu vois, moi, j'étais beaucoup dans un système de si je sais pas, c'est que soit j'en ai pas fait assez, soit je suis pas assez intelligent, soit il y a des choses que j'ai pas compris, ou soit on va me lâcher en plein vol, on va me laisser en galère parce que je sais pas. Et c'est vrai que ton livre m'a aussi réconcilié beaucoup avec le fait de je sais pas. C'est ok. Bah oui. C'est ok de pas savoir. Personne ne peut tout savoir. Exactement. Et puis, comme dit souvent ma femme, il y a que ceux qui font pas qui se trompent pas. Tu peux savoir quelque chose à l'instant T, l'oublier et en avoir besoin plus tard et plus te rappeler de la solution, ça arrive. Hein. D'où l'importance de mettre en place les process dans l'entreprise, etc., etc. Mais je veux dire, même notre propre cerveau n'est pas extrêmement fiable là-dessus. Hein. Complètement. Bon, je me présente enfin ton livre, vraiment. J'ai fait Le nouveau, tu veux dire ? Le nouveau. Le voilà. On mettra de toute façon un insert, je pense, qu'il soit bien visible. Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Alors évidemment, ça me parle. J'ai plein de questions pour toi. Mais la première, ce serait... Alors, j'aime pas tout ce qui est collapsologie, défaitisme, tous les trucs en isme et en iste, des gens qui ont peur et en colère. Mais il y a une certaine réalité, on va pas se mentir, qui fait qu'il y a une certaine... Moi, j'appelle ça la souveraineté ou l'état de conscience, plus que de la super anticipation ou de la peur. Ça m'intéresse pas. Par contre, être en conscience et en observation de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire dans cette matrice, dans cet espace... économique, social, politique, peu importe, banquier, fiscal, peu importe comment on l'appelle. Il y a un mot pour moi qui revient, c'est la souveraineté. C'est un mot que j'utilise beaucoup. J'ai créé un club de gentlemen en conscience qui s'appelle le Club des Initiés. Et je travaille au niveau des hommes sur la souveraineté, quelle qu'elle soit et peu importe comment ils la définissent. Oui, donc je comprends que le livre t'a parlé, oui. Donc le livre m'a évidemment parlé, parce que ça ne parle pas que de fiscalité, ça ne parle pas que de crypto, ça ne parle pas que de où investir, comment, etc. C'est vraiment je l'ai trouvé assez profond, avec des tiroirs de lecture, de grilles de lecture suivant le lecteur.
Et ça, je tenais à te remercier pour ça. Merci. Parce que ça a été vraiment nourrissant. Quelle serait selon toi la définition de la liberté et de la souveraineté? C'est une vaste question. Si tu veux que je te réponde par rapport au livre. S'il te plaît. Donc, déjà, de quoi parle le livre? Fondamentalement, le livre parle de la disruption des États-nations par Internet, de comment le monde est en train de changer et de comment tu peux tirer ton épingle du jeu dans ce monde nouveau. Donc là, il y a 600 pages là-dessus, donc on a vraiment de quoi parler sur ce sujet. J'ai littéralement fait une thèse, voilà. Il y a plus de 800 références scientifiques, tout est sourcé, il y a quelque chose comme 1000 notes de bas de page. Alors d'habitude, j'aime pas ça, mais j'ai apprécié ça chez toi. J'ai apprécié que tu viennes vraiment montrer des chiffres et c'est... tu parlais de ne pas mettre la tête, de ne pas faire l'autruche. Oui. C'est giflant, ça gifle. C'est fait pour. Les chiffres... Exactement. Et vraiment, moi, le premier, je l'avais écrit comme ça aussi. C'est vraiment un point important pour moi que chacun puisse vérifier mes dires. Tu vois, vous pouvez tout vérifier, toutes les sources sont là. Il y a beaucoup de schémas, de chiffres. Les Français aiment bien ça, dire ouais, mais lui, c'est parce que. Voilà, là, tu peux rien dire. Ouais, on peut critiquer sur plein d'aspects, mais au moins là, c'est sourcé. Et vous pouvez pas dire non, ça n'existe pas, etc., etc. Donc, parce que tu dis, voilà, t'aimes pas la collapsologie et tout ça, mais force est de constater que effectivement, en France, mais pas que, dans de nombreux pays, aujourd'hui, la situation budgétaire est juste catastrophique. Là, la France, on peut le dire, c'est un État en quasi-faillite, il faut le dire. Il y a même des instances très officielles qui parlent de possible mise sous tutelle du FMI. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. C'est ce qui s'est passé en Grèce à la fin des années 2000. Et en gros, si jamais le FMI fait ça, c'est on vous prête de l'argent pour sauver votre situation, mais en échange, typiquement, c'est mesures d'austérité, on vous impose certaines réformes, etc. En Grèce, par exemple, ils ont perdu un tiers de leur pouvoir d'achat à peu près. Je veux dire, c'est pas rien. Là, j'étais à Athènes il n'y a pas longtemps. Ça fait mal au cœur de voir cette ville aujourd'hui. Il y a des ruines partout, des tags partout. Ça fait mal au cœur de voir ça. Et c'est un risque aussi pour la France, mais en fait, j'élargis la vision et le débat parce que c'est pas juste la France en fait. Aujourd'hui, la plupart des pays occidentaux sont dans une situation similaire, États-Unis compris. Pour les États-Unis, ça se voit moins parce que ils bénéficient quand même de leur dynamisme économique, mais leur situation budgétaire est catastrophique également. En fait, quand tu regardes les pays du G7, le seul pays qui a tiré son épingle du jeu jusqu'à présent, c'est l'Allemagne. Mais même l'Allemagne, on voit des signes aujourd'hui qui sont en train de prendre le même chemin. Et donc, ce que j'explique dans le livre, c'est que... Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais fondamentalement, c'est parce que la structure même de l'État-nation est en train de devenir obsolète. Et donc, alors du coup, tu m'as posé la question de liberté et souveraineté. C'est vrai que si je veux répondre de manière précise par rapport à lui, il faut quand même que j'explique un peu le postulat. J'aime bien ce que tu disais aussi, que de toute façon, les États ne pourront jamais évoluer aussi vite qu'Internet. Ne pourront jamais suivre le rythme d'Internet. Exactement. Donc il les rend constamment obsolètes. Oui, et en fait, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un État-nation. L'État-nation, c'est une structure qui a maximum 200 ans. Par exemple, le Royaume de France en 1500 n'était pas un État-nation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un État-nation? C'est fondamentalement une nation, c'est-à-dire en gros un peuple qui estime faire partie d'un tout commun lié à différentes choses, une langue commune, une culture commune, une histoire commune, souvent une religion commune, et qui se dote d'un État. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, dans l'histoire, souvent, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'État qui s'est doté d'une nation. En France, c'est ce qui s'est passé. Tu regardes la France du XVIIIe siècle, par exemple, la plupart des Français, on va dire des sujets du royaume de France, enfin du roi de France, ne parlaient pas français. Ils parlaient une langue régionale. Ils parlaient le provençal, le breton, l'alsacien, le ch'ti, etc., etc. Et le français, c'était surtout le parisien, le francien. Oui, le français était parlé par les élites un petit peu partout, mais la majorité de la population ne parlait pas le français. Et tu prenais un breton, il se sentait plus breton que français. Comment s'appelle ton personnage déjà? Jean, Pierre, François. Alors là, oui, au début du livre, je fais la comparaison, je vais un peu plus loin, je fais la comparaison entre un François de 1400 et un François de 1500, de 2000, pardon, qui est breton. Et je dis le François de 1400, c'est un breton, sujet du royaume de France, mais pour lui, le roi de France, c'est une figure un peu nébuleuse et mystérieuse. Et sur les pièces, à la rigueur?
Oui, voilà, et voilà, et pour lui, c'est un peu comme le président du Conseil de l'Europe aujourd'hui, quoi. Bon, oui, ok, il existe, tu vois, mais c'est pas, il comprend pas trop. Enfin, c'est quelque chose de lointain pour lui. Pour lui, son vrai chef, c'est le duc de Bretagne, tu vois. Et puis son vrai chef local, c'est le seigneur local. Et donc, je prends l'exemple, admettons que Carcassonne, qui se trouve donc dans le sud de la France, se fasse attaquer. Carcassonne faisait partie du royaume de France à l'époque. Le François de 1400, il va absolument pas sentir un devoir patriotique pour aller défendre Carcassonne. Pour lui, ok, ça fait partie du royaume de France, mais pour lui, c'est pas la même culture, pas la même langue. Il n'a jamais mis les pieds, probablement, il n'a jamais rencontré quelqu'un de cette région. C'est comme si c'est un pays étranger. C'est comme si je te disais, la Moldavie se fait attaquer. Là, oh, ok, la Moldavie est en Europe, il faut aller la défendre. Tu dis, bah non, on s'en fout, tu vois, tu ressens aucun attachement particulier à la Moldavie, tu vois, même si elle fait partie de l'Europe. Là, c'était la même chose. Le Royaume de France, c'était un peu comme l'Europe, on verrait ça aujourd'hui, tu vois. Ce que j'aimais aussi, tu disais que désormais, pour un Français, son pays, c'est plus vraiment la France, c'est plutôt l'Europe. L'Europe va devenir un grand État-nation. Alors, ça, c'est un sujet de débat. Parce que justement, donc, il y a une augmentation de l'échelle de la conscience collective, en fait, au fur et à mesure que les technologies le permettent. Parce que... en fait, j'adore ça, parce que tu sais qu'on pourrait le transposer aussi au niveau spirituel, et ça, je voudrais en parler aussi, le côté en conscience. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire là, c'est valable aussi pour l'état d'éveil de conscience auquel nous avons aussi accès aujourd'hui. Bah oui. Proposition d'éveil de conscience. Bah, on a accès à une conscience beaucoup plus internationale et collective qu'avant, c'est évident. Donc, juste pour revenir sur ce point, donc s'il intègre une armée qui va aller défendre Carcassonne, c'est pour deux raisons. Un, parce que son seigneur lui a demandé, c'est le devoir de loyauté envers son suzerain, mais ça, le seigneur lui a demandé parce que son suzerain, qui est en gros le duc de Bretagne, lui a demandé parce que le roi de France lui a demandé. Donc c'est une hiérarchie de loyauté. Ou deux, éventuellement, si Carcassonne est attaqué par une armée d'une religion différente, il va aller le faire pour défendre sa religion. C'était les croisades, etc. Mais il n'y a absolument pas la notion de patriotisme. Ça n'existe pas à l'époque. Il ne se sent pas citoyen du Royaume de France du tout. Et déjà, il faut quand même comprendre qu'à l'époque, il n'a jamais vu de sa vie, François, une carte du Royaume de France. Rien que ça, tu vois, ce qui a créé en fait les États-nations, c'est plusieurs disruptions technologiques, notamment l'imprimerie, la poudre à canon et d'autres, et puis les moyens de communication modernes, les moyens de transport modernes, etc. Avant l'imprimerie, il n'y avait pas de carte qui était facilement accessible. Comment tu peux te connecter symboliquement et émotionnellement à un pays dont tu n'as jamais vu la forme ? Tu vois, rien que ça, nous on prend ça pour acquis aujourd'hui, mais en fait, le François de 1400, sa conscience collective, elle est locale. Le patriotisme, il l'a juste pour sa communauté locale, son village, sa paroisse, éventuellement sa ville. Ce qu'il voit, ce qui est tangible pour lui. Voilà, le plus grand, l'étendue géographique maximale, ça va être la ville et les champs aux alentours, quoi. Donc là, effectivement, si cette zone-là se fait attaquer, là, il va sentir un devoir patriotique de défendre sa tribu, finalement. Ça a toujours existé chez l'être humain. La différence, c'est que l'État-nation transforme cette chose qui a toujours existé chez l'être humain, c'est-à-dire le besoin de défendre sa tribu, il transforme la tribu pour en faire une communauté imaginée. Pourquoi c'est imaginé ? Parce que si tu rencontres un Français qui est de l'autre bout du pays, tu vas te dire, il fait partie de la même nation que moi, mais tu te l'imagines parce que tu ne connais pas cette personne en fait. Donc tu t'imagines qu'il fait partie de la même communauté que toi parce qu'il parle la même langue, que vous avez des références en commun, etc. etc. Donc l'État-nation, la nation, c'est fondamentalement une communauté imaginée qui est permise par certaines technologies qui sont récentes, donc l'imprimerie, le chemin de fer, puis après l'avion, puis après la presse nationale, etc. etc. Puis la radio, la télévision ont permis de vraiment massifier ça au XXe siècle. Et aujourd'hui, Internet disrupte tous ces fondamentaux technologiques. Pour te donner un exemple simple, une chose qui fait qu'on se sent, par exemple, qui a beaucoup facilité le sentiment d'appartenance à une nation commune au XXe siècle, c'est qu'on regardait tous les mêmes émissions de télé. On écoutait tous plus ou moins les mêmes émissions de radio. Tu vois, et quand tu avais 6 chaînes principales, forcément, tu étais limité dans ce que tu pouvais regarder. Donc beaucoup de jeunes, par exemple, regardaient Club Dorothée dans les années 80-90. Club Dorothée, Skyrock. Voilà, on a regardé, toutes ces émissions de divertissement, on se les partageait. Et ça crée, je dis pas que tout ça c'est négatif, hein, il y a aussi des choses positives. C'est vrai que ça crée des points de référence, on peut en parler, tu vois. C'est un peu comme les supporters d'une équipe de foot. Tout de suite, ça crée une connexion. Mais aujourd'hui, Internet disrupte tout ça parce que, en fait, il y a beaucoup moins de gens qui regardent la télé. Et en fait, déjà, il y a beaucoup plus de chaînes qu'avant, mais au-delà de ça, Internet crée une compétition tellement énorme que, en fait,
on est de moins en moins à regarder les mêmes choses. Par exemple, c'est juste une des disruptions. Mais du coup, ça crée moins de sentiments d'appartenance, on a moins de choses en commun, et c'est juste une des très très nombreuses disruptions qu'Internet amène. Il y a tellement d'émissions sur YouTube aujourd'hui, plus personne ne regarde les mêmes. Alors oui, tu as quand même des youtubeurs qui sont plus connus que d'autres, mais même il y a tellement de youtubeurs connus que tu peux pas regarder tout non plus. Tu disais que aujourd'hui, un Français peut se sentir plus connecté à un Taïwanais ou un Américain qui est sur la même connexion. Alors là, on accélère dans le temps. On accélère, qui est sur le même Discord ou qui a les mêmes centres d'intérêt. On a combien de temps d'ailleurs pour l'interview? Tu m'as pas dit. Normalement, on a 1h30. Ouais, parce que du coup, il faut que j'accélère. Parce que là, je prends trop mon temps. Ok, autant pour moi. Donc, effectivement, donc, Internet, maintenant, en fait, avant, tu t'étais obligé de te connecter à ta communauté locale parce que tu n'avais pas d'autres moyens, tu n'avais pas d'autres communautés. Aujourd'hui, Internet permet à des gens de se retrouver dans le monde entier et d'échanger ensemble dans le monde entier. Ça, c'est la conscience collective dont on parlait, sans effort. Avant, si tu étais, je dis n'importe quoi, si tu étais un fan de nains, de jardins du Mexique du XVIIIe siècle, bah, bon courage pour trouver quelqu'un qui partageait ça dans ta ville. Aujourd'hui, c'est juste, tu tapes ça dans Google et tu tombes tout de suite sur des forums, si c'est suffisamment grand, tu tombes tout de suite sur des forums de gens qui parlent de ça. Et peu importe où ils se trouvent. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus facile de se connecter à des gens qui partagent des points communs, quel que soit l'emplacement géographique. Donc aujourd'hui, la géographie a perdu de l'importance et le réseau nous permet de nous connecter par infinité beaucoup plus. Et ça, c'est aussi fondamentalement disruptif pour la nation, parce que du coup, il y a aujourd'hui des gens qui se sentent plus connectés à des communautés en ligne qu'à leurs voisins. Et je me démontre d'ailleurs dans le livre que c'est pas juste une impression, mais qu'il y a des études qui montrent ça. Il y a une étude américaine qui montre que par exemple, aujourd'hui, les Américains parlent beaucoup moins à leurs voisins qu'il y a 40 ans. Il y a une étude de l'ONU qui montre que plus les gens qui utilisent Internet tous les jours se sentent beaucoup plus citoyens du monde que ceux qui ne le font pas. Il y a aussi un gap générationnel d'ailleurs. Les nouvelles générations se sentent beaucoup plus citoyennes du monde que les autres. Bon, donc tout ça étant posé. Et là, je reviens. Ouais. Pour moi, tout ça, c'est divin. C'est extraordinaire, puisque au final, on arrive dans ce grand 1. On est en train d'arriver à un grand tout, un grand 1. Alors, oui et non. Okay. Parce que c'est oui dans le sens où on transcende ce que j'appelle la tyrannie de l'endroit. Tu n'es plus lié par la géographie. Où se trouvent des monopays. Oui, voilà, on va parler des monopays, mais non dans le sens où ça crée aussi des nouvelles divisions. Parce que oui, tu te connectes plus à ta communauté en ligne, mais tu es moins connecté à ton voisin. Tu vois? Et donc, en fait, je ne vois pas un avenir vers un 1, mais je vois un avenir vers plein de réseaux, y compris d'États. Enfin, plein de communautés, y compris d'États, liées au réseau. On va parler peut-être de la notion d'État-réseau plus tard, là, c'est beaucoup plus tard dans le livre. Mais en fait, quand tu vois à quel point toutes ces technologies ont façonné l'État-nation et que maintenant elles le disruptent, on peut imaginer une nouvelle forme de gouvernance et de manière de vivre ensemble qui vont être complètement différentes de ce qu'on a vécu dans notre vie en fait. Et qui sont déjà, on voit déjà les signes de cette disruption. Donc ceci étant posé, tu vois, ce qui arrive en France et dans d'autres pays, ce qui explique entre autres ces problèmes budgétaires, c'est que les gens sont moins soudés entre eux. Tu vois que aux États-Unis par exemple, aujourd'hui, il y a une forte division dans la population. Il y en a même qui craignent une guerre civile, je ne sais pas si ça va arriver jusque-là, mais si tu vois bien que les Américains sont plus divisés aujourd'hui qu'il y a 50 ans, par exemple, c'est clair. Il y a une prise du Capitole, c'était il y a 2 ans. Bah voilà, là on peut parler énorme. De quasiment... C'est un acte d'insurrection, c'est un début de guerre civile potentielle. C'est passé comme ça et ça s'est vite ça a été étouffé. Mais... Parce que les institutions sont encore fortes et qu'elles ont résisté. En gros, il y a plein de gens dans l'administration qui ont refusé de laisser les gens... voilà. Mais bref... Il y a plein de signes qui montrent aujourd'hui que les gens sont de plus en plus divisés. Les entrepreneurs comme toi et moi peuvent partir facilement si on estime que les conditions ne sont plus bonnes, ce qui est très disrupteur parce que l'État perd immédiatement tous les revenus fiscaux qu'il génère à travers nous, plus la richesse directe et indirecte qu'on crée. Et c'est ce que tu penses que ça va évidemment évoluer et changer dans les prochaines années? On peut en parler, c'est un vaste sujet. Mais donc, il y a aussi une fin de cycle. Ray Dalio en parle dans son livre The New World Order, où en gros, tu as toujours des cycles comme ça, où les États, en fait, finalement, se mettent à créer trop d'argent, imprimer trop d'argent, à ne plus avoir de rigueur budgétaire, et ça finit toujours... Qui ne sont plus indexés sur de l'or, qui ne sont plus indexés sur rien, en fait. C'est de l'argent... Voilà, et avant que les billets de banque existent, on dévaluait l'or, l'argent, etc. C'est-à-dire qu'on mettait de moins en moins d'or et d'argent dans les pièces. Ça, c'est un des facteurs de la chute de l'Empire romain, par exemple. Bon. Donc, il y a à la fois une fin de cycle, mais en même temps,
une disruption profonde de la structure même de toutes nos institutions. Et c'est ce qui explique en partie tous ces problèmes budgétaires. Et du coup, comment rester libre et comment être souverain dans un monde pareil. En gros, vraiment, je résume la pensée de mon livre. Tu as... Alors, il faut juste que je pose un autre truc, et puis après, je peux pouvoir synthétiser. En fait, au Moyen-Âge, enfin, il y a eu, avant aujourd'hui, il y avait en gros 2 Léviathans. Il y avait le Léviathan État et le Léviathan Église, c'est-à-dire des monstres extrêmement puissants. Et le Moyen-Âge se caractérise grosso modo par le fait que le Léviathan Église est plus puissant que le Léviathan État. Je donne un exemple dans le livre, c'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui, au XIe siècle, Henri IV, se fait excommunier par le pape. En plein hiver, il va faire un long voyage pour aller le trouver dans sa résidence d'hiver, pour lui demander de le pardonner et de lever l'excommunication. Le pape refuse de le voir. Il reste 3 jours dans la neige, en un habit de pénitent, devant la porte, jusqu'à ce que le pape accepte de recevoir et de lever les communications. On parle d'un empereur quand même. 5 siècles plus tard, Henri VIII, roi d'Angleterre, se fait excommunier par le pape. Est-ce qu'il va faire le voyage pour demander pardon? Voilà, il lui dit « Ok, fuck you, c'est pas grave, je sépare l'église anglaise On devient anglican, catholique, va te faire voir. » Donc, pourquoi il a pu faire ça? Parce que, justement, la Renaissance se caractérise par le fait que le Léviathan État est devenu plus puissant que le Léviathan Église. Et là, on a un nouveau Léviathan qui est en train de naître, c'est le Léviathan Réseau. Et le Léviathan Réseau est ascendant et le Léviathan État est descendant. Donc le Léviathan État est aujourd'hui plus puissant que le Léviathan Réseau, il gagne de nombreuses batailles, mais il en perd aussi. Et je pense qu'à terme, c'est une des grandes thèses du livre, le Léviathan Réseau va l'emporter sur le Léviathan État. Donc à un moment, le Léviathan Réseau va dépasser le Léviathan État. Et donc une des clés pour être libre et souverain, c'est de comprendre que ce n'est pas une situation d'avenir de prêter allégeance au Léviathan État alors qu'il est déclinant, et qu'il est beaucoup plus intelligent de prêter allégeance au Léviathan Réseau qui lui est ascendant et qui va te prêter une partie de ses pouvoirs, tout comme à la Renaissance, beaucoup de gens ont prêté allégeance au Léviathan État en partie pour qu'il les protège contre les excès d'un Léviathan Église qui était devenu obèse et corrompu. Parce que l'Église catholique au XVe siècle, c'était pas joli. Hein. Tu connais les 4 étapes de la chute d'une civilisation qui ont été synthétisées par Ibn Khaldun? Alors, je crois que je vois de quoi tu parles. C'est un peu le même. Les hommes forts créent une bonne époque. Les bonnes époques créent les hommes faibles créent des époques difficiles. Voilà, c'est ça. Alors, Ibn Khaldun, c'est un Tunisois du XIIIe siècle et qu'on considère un peu comme un père de la sociologie. Et il avait, déjà au XIIIe siècle, il avait étudié les nombreuses civilisations depuis 2000 ans. Et il avait remarqué toujours un point commun dans la chute, le rise and fall des civilisations, c'est le côté unité, qu'il appelait Asabiya, c'est l'unité. Tu parlais tout à l'heure des Américains qui ne parlent plus, alors qui depuis 40 ans, le niveau de communication entre des voisins, des Américains, est au plus bas. Je pense qu'en France, ça s'est bien fragmenté depuis... enfin, dans tout l'Occident, ça se fragmente bien depuis X années. C'est ça, en fait, c'est l'unité. Et un pays, une civilisation, une culture qui perd de son unité se fera toujours avaler, envahir, mettre à genoux par un pays, une culture, une horde. À l'époque, c'était beaucoup les hordes, qui arrivaient, qui rasaient tout, parce qu'eux avaient une unité forte. La première phase, c'est une horde, ou peu importe, un peuple, une culture qui vient tout ravir. Les générations, la 2e, 3e génération, va vraiment ancrer l'administration, c'est ce qu'ont fait les Mongols aussi, vraiment ancrer leur culture, leur façon de faire, leur administration, parce que l'administration, c'est essentiel dans un État. La 3e génération commence à être dans la complaisance. Voilà, ça fait 3, 4, 5 générations qui sont les grands-parents arrière ou arrière-grands-parents qui ont mené les batailles. Donc, eux, maintenant, récupèrent les fruits. Et la 4e étape, c'est la décadence. C'est-à-dire que là, perte de repères, perte de valeurs, ou valeurs inversées, le bien devient le mal devient bien, etc. Et on part sur du n'importe quoi, jusqu'à ce qu'une nouvelle horde, quelle qu'elle soit, aujourd'hui peut-être digitale, économique, intellectuelle, peu importe, vienne par son unité pour rafler et reproposer un nouveau schéma. Oui, c'est intéressant, surtout que maintenant, le réseau permet de créer des unités de manière différente, où la géographie n'a plus d'importance. Absolument. Donc c'est intéressant, et c'est vrai que ça apporte un éclairage intéressant. Ça fait longtemps que les philosophes parlent de ces cycles. Déjà, alors pas dans les philosophes, mais il y a le livre The Fourth Turning qui parle de ces mêmes cycles que j'ai pas lu, mais dont j'ai lu des résumés. Et puis même Platon expliquait je crois que c'était dans La République,
que pour lui, en fait, l'évolution naturelle des sociétés, c'était un cycle. On passait de la tyrannie à l'aristocratie, c'est-à-dire l'oligarchie, à la République. Et la République s'effondrait systématiquement sous le fait de la corruption. En gros, on achetait les votes, on donnait trop aux voteurs. Le pouvoir est trop dispersé. Et puis les démagogues donnaient trop de choses au peuple. Et au final, la République tombait en ruine. Et du coup, c'était la monarchie qui allait reprendre, ce qui est exactement ce qui s'est passé avec l'Empire romain d'ailleurs. La monarchie reprenait, un homme fort reprenait, et puis après, ça pouvait repartir en cycle comme ça. Et c'est vrai que c'est un des problèmes des démocraties aussi. C'est aussi ce qui explique ce qui se passe en ce moment, c'est que les incitations sur le long terme ne sont pas alignées entre le peuple, le bien-être du pays sur le long terme et les élus. J'en parle aussi dans le livre, et des nouvelles formes de gouvernance pourraient peut-être essayer de corriger ça. Ça, on en parlera, tu parles notamment des... cette île au Honduras. Oui, la cité libre de Prospera, absolument. C'est cité libre, etc. Oui. Ça j'aime beaucoup, ça me fait penser un peu au caravansérail, tu sais, de la route de la soie, ou des petits... Comment dirais-je, des villes-nations, un peu les duchés italiens. Tu vois, où tu avais des régions qui étaient quasiment autonomes. Ah complètement autonomes, oui. Les cités-États italiennes. Mais l'Italie, c'est un bon exemple de ce que tu racontes. C'est-à-dire que les cités-États étaient très riches et prospères par elles-mêmes. Après, elles étaient souvent en guerre entre elles. Mais souvent, elles ont eu des problèmes de conquérants extérieurs. Il y a eu le roi de France qui a envahi l'Italie au XVe siècle, fin du XVe siècle. Il est mort à la Sicile. Oui, et puis voilà, après il y a eu Aragon, il y a eu l'Espagne, il y a eu l'Autriche, enfin tous ces pays se partageaient l'Italie pendant des siècles. Bon, bref, juste pour revenir sur le sujet, donc du coup, voilà, pour être libre et souverain, prêter allégeance au Léviathan État, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'internétiser le plus possible. Donc idéalement. Au Léviathan Réseau, tu veux dire? Comment? Au Léviathan Réseau. Oui, au Léviathan Réseau, oui, tout à fait. Donc, internétisez-vous le maximum, c'est-à-dire, idéalement, ayez un business web, parce que là, moi j'ai un business web depuis 15 ans maintenant, même plus, et du coup, je suis parti de la France il y a 10 ans, j'ai vécu 3 ans à Londres, là, je viens de passer 7 ans à Dubaï, j'ai probablement allé ailleurs après, peut-être à Bangkok, etc. Voilà, j'ai une liberté géographique totale, je suis complètement libéré de la tyrannie de l'endroit, et du coup, je suis devenu client dans un marché de juridiction qui se battent pour m'attirer. Ça, c'est juste extraordinaire. Avec un pays prestataire comme Dubaï, qui est vraiment c'est un pays prestataire. Oui, c'est un pays prestataire qui a parfaitement compris sa position dans le monde nouveau, qui est de fournir des services de gouvernance de qualité avec un excellent rapport qualité-prix. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Et donc voilà, donc intéressez-vous au maximum, comprenez dans vos investissements. Privilégier le réseau plutôt que l'État, ça veut dire que par exemple, il vaut mieux privilégier d'investir dans certaines cryptos. Je pense que le Bitcoin et Ethereum ont un avenir radieux, par exemple, parce qu'ils vont nourrir le Léviathan réseau, et plutôt que dans l'immobilier qui ne nourrit pas directement le Léviathan État, mais qui est extrêmement tributaire de ce Léviathan État, parce que, comme son nom l'indique, l'immobilier, c'est immobile, et en cas de crise budgétaire financière, ce qui est en train d'arriver, c'est l'actif le plus facilement taxable et confiscable de tous les actifs possibles. Donc toi, t'es patron immobilier, c'est pas un... Non, alors déjà, moi, personnellement, je déteste l'immobilier. J'ai eu jusqu'à une quinzaine d'appartements, quelque chose comme ça. J'en avais 6 en France que j'ai revendus. J'en avais un aux États-Unis que j'ai revendu. Là, j'ai un immeuble de 5 appartements au Québec que je suis en train de revendre. Et j'ai un appartement à Istanbul que je vais garder. Istanbul. Ouais, j'adore Istanbul. Ouais, exactement, c'est une ville où je pourrais facilement vivre 2-3 ans. Ouais. Pareil, j'adore Istanbul. Tu sais que j'étais ambassadeur pour une marque turque de cuivre haut de gamme, et je suis parti avec. T'as une vie, t'as vécu de multiples vies déjà. Comme toi, hein, je pense que si on commençait à prendre un verre, à échanger sur... Et j'ai toujours été passionné par Empire ottoman, Empire perse, et Istanbul, c'est clairement sur la carte. Même en termes de... Alors, je vais utiliser un terme qui appartient à Andrew Henderson, tu sais, c'est le terme nomade capitaliste, que j'aime bien aussi. Oui. Toi, tu dis rebelle intelligent, lui dit nomade capitaliste, moi je dis gentleman en conscience. Je trouve que il y a plusieurs choses. L'hyperflexibilité est essentielle. Je pense que la Turquie peut être un des endroits intéressants, mais qui peut être très instable. C'est le seul problème de la Turquie pour moi, c'est qu'il peut y avoir des polarités politiques. C'est vrai que c'est un beau pays, un grand pays, il y a de quoi faire. C'est une culture extraordinaire, mais il peut y avoir une instabilité et qui peut être des fois un peu flippante. Là, ils en sortent, ils en sont encore. Hein. Le maire, tu as vu, le maire d'Istanbul a été mis en prison comme ça. Oui, j'ai entendu parler. Oui. Il y a eu des gros trucs. On voit qu'Erdogan est en train de devenir
un dictateur, ou en tout cas, il a des velléités de consolidation du pouvoir. Clairement. Moi, ce que j'ai aussi retenu de ton livre, c'est, moi j'ai toujours prôné ça, c'est l'hyperflexibilité. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, faut être flexible et sortir. Tu sais, je voulais t'emmener sur le terrain même des loyautés. Quand je disais, un des plus gros sacrifices quand on s'expatrie, et tu me diras si tu l'as vécu aussi, c'est déjà de rompre avec certaines loyautés. Oui. Loyauté culturelle, familiale. Et ça peut être au début très dur. Je ne sais pas si tu as une loyauté culturelle ou familiale. Alors, moi, transgénérationnel. C'est-à-dire que pour moi, dans le transgénérationnel, on a tous des loyautés. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'en partant, tu les brises la croyance que tu les brises. Je me sens culturellement quand même, de racines françaises, même si ça fait 10 ans que je suis parti, et ça fait 15 ans que je voyage 6 mois par an. Je suis toujours très connecté à ma famille. À chaque fois que je viens en France, je les vois, là, je vais les voir bientôt. Puis on échange régulièrement. Donc j'ai pas l'impression d'avoir brisé mes liens. Finalement, la plupart des critiques, c'est plutôt sur la loyauté à l'État. C'est fiscal. Bah oui, loyauté fiscale, exactement. C'est « Ah là là, mais tu es un salaud de riche qui s'expatrie pour payer moins d'impôts, mais t'as pas honte, solidarité, etc., etc. » Donc je réponds à tout ça dans le livre en détail. Je pense que c'est la loyauté fondamentale. Après, moi, du coup, j'ai quand même discuté avec beaucoup de gens qui ont le projet de s'expatrier. Je vois en fait les obstacles majeurs qui ne sont pas des croyances limitantes. Parce que beaucoup de gens vont dire « Ah oui, mais moi j'ai des enfants, c'est compliqué. Il y a plein d'expatriés avec des enfants, c'est absolument pas un souci. » Ça crée un peu plus de friction, mais rien d'insurmontable. Les vrais obstacles, c'est le conjoint qui ne souhaite pas partir. Ça, c'est compliqué. Ça peut être cause de divorce. Au bout d'un moment, ça crée une telle tension. 2, alors c'est le pire. C'est vraiment le pire. C'est extrêmement difficile de dépasser ça. Divorcer avec enfant. Parce que là, tu fais quoi? Et puis, il faut les papiers pour les écoles, il faut les autorisations du... Et puis, si ton ex-femme, ton ex-conjoint est en France et que toi, tu veux aller à Dubaï et que tes enfants sont scolarisés en France, c'est super compliqué, en fait, parce que si tu vas convaincre ton conjoint de te laisser partir avec les enfants à des milliers de kilomètres, alors qu'il va les voir beaucoup moins. Toi, tu vas partir en laissant... Enfin, tu vois, c'est un méga obstacle, il faut le dire. C'est rare les gens qui arrivent à dépasser ça. J'ai un ami, il a corrompu son ex en lui donnant $1 million pour qu'elle vienne vivre à côté de lui à Porto Rico. Donc, ça peut être une option, mais c'est extrêmement rare. J'ai un autre ami qui vit à Dubaï et qui fait venir ses filles régulièrement. Je ne sais plus comment ça marche exactement. Il les voit lors des vacances scolaires. Et puis j'ai un ami qui vit en Espagne et son ex et sa fille vivent à Nantes. Et en gros, tous les 2 week-ends, il a fait venir en avion. Bon, ça, il n'y a que 2 heures de vol de Nantes à Barcelone. Ça peut vite devenir une grosse logistique. Oui. Et 3e obstacle, ce sont les parents vieillissants qui ont besoin d'être accompagnés. Là aussi, ça crée... Voilà, ça, c'est des obstacles quand même majeurs. Mais tous les autres, honnêtement, c'est plus des croyances limitantes qu'autre chose. Ah, mais je suis vraiment d'accord. Ouais. Parce que moi, j'ai souvent entendu, oui, mais je ne peux pas laisser ma famille, ou je tiens trop à ma famille. Et je parle de parents qui sont en bonne santé. Je ne parle pas de parents qui ont besoin de soins ou quoi que ce soit. Et, déjà, tu peux les faire venir, ça c'est cool. Alors, ça dépend du climat. Oui. Encore une fois, par exemple, je sais que ça fait plusieurs années que je vais dans des pays chauds. Je dois vraiment choisir ma fenêtre de tir. C'est vrai, pour pas dire ma mère de 80 ans et de son mari. Ah oui. Mais 80 ans, ça commence à être pas mal. Tu vois, 80 ans, ça commence à faire chaud. En plus, elle n'aime pas la chaleur. Donc, il y a des fenêtres de tir. Mais bon, ça, en étant parti à 20 ans de la maison, elle savait. Tu vois, quand je suis parti au bout du monde, on a un contrat tacite, elle et moi, vraiment, on s'aime, mais chacun vit sa vie. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens qui ont énormément d'attaches ou qui vont se raconter qu'ils ont des attaches avec les parents, avec la famille, avec là d'où ils viennent. Mais bon, après, c'est même plus une discussion parce que ce sont des gens qui ne deviendront pas nomades ou qui ne deviendront pas rebelles intelligents. Et puis souvent, il y a un gap générationnel. Les gens de cette génération vont te dire ah, mais si tu pars, tu vas plus cotiser à la retraite. Mais du coup, comment tu vas faire? Ils voient la retraite comme une sorte de sécurité, alors que la plupart des gens de notre génération, en tout cas ceux qui partent, comprennent bien que la retraite, c'est un système de Ponzi en fin de course, qu'il ne faut absolument pas compter dessus, et que c'est super important de se constituer sa propre retraite. Il ne faut pas compter sur l'État dessus, et que justement, partir, c'est une excellente manière de te constituer ta propre retraite et de sortir de ce système. D'ailleurs, c'est la seule, parce que tu ne peux pas légalement quitter ce système. Tu vois, ça, c'est une des contradictions en France. Les Français sont persuadés, beaucoup de Français sont persuadés que la Sécu, c'est le meilleur système du monde et que la retraite, ça marche bien. Ces 2 systèmes incroyables, tu es obligé d'y cotiser en France. Si tu te dis, ah bah non, finalement, je vais faire ma retraite moi-même et j'ai pris une assurance santé privée, eh ben non, tu peux pas.
Et si tu résistes, pas de problème, on t'envoie les huissiers. Si tu résistes toujours, on t'envoie un policier armé d'un flingue pour être sûr que on va te forcer à te conformer. On te menace littéralement de te mettre dans une cage si tu ne te conformes pas. Donc c'est quand même un peu paradoxal. Pour moi, c'est du double langage. Là, on est dans un truc orwellien, c'est la ferme des animaux. Oui, c'est le meilleur système du monde, mais tu es obligé d'y cotiser. Ok, d'accord. C'est bizarre quand même. Et donc, le seul moyen légalement de t'émanciper de ça, c'est de t'en aller. Et ça aussi, tu vois, pareil, stop ton allégeance au Léviathan État pour tout ce qui est assurance. C'est pas le rôle de l'État d'être un assureur. Il fait un vraiment piètre job. Moi, je donne les chiffres dans mon livre. Quand tu compares, c'est juste démentiel tellement l'État fait un mauvais job. Les gens ne se rendent pas compte que c'est pas son job à l'État de faire assurer. Donc, prête allégeance au Léviathan Réseau et crée-toi tes propres assurances. Prends une assurance santé mondiale. Je donne l'exemple. Donc, dans mon livre, moi, j'ai une assurance santé mondiale qui me couvre à hauteur de 1 million d'euros par an et qui me coûte 154 euros par mois. Si tu es au salaire médian en France de 2183 euros, tu dois payer environ 580 euros en cotisation sociale, donc patronale et salariale, uniquement santé. Je ne parle pas de la retraite. Et en plus, il faut que tu rajoutes une mutuelle aujourd'hui qui va te coûter en moyenne 95 euros par mois. Donc on va dire que tu es à 650 euros par mois en salaire médian, à un peu moins de 2100 euros en assurance santé. Moi, je paye 174. Et si j'étais en France, je paierais des milliers d'euros. En mutuelle internationale ? Oui, c'est ça. Ouais, ça me couvre dans le monde entier, sauf États-Unis. Parce que là, les États-Unis, pour le coup, c'est vraiment un système dysfonctionnel et ça augmente vraiment le coût. Donc, non seulement, tu as plus de liberté et en plus, tu économises beaucoup plus d'impôts. Je donne aussi l'exemple je compare entre si tu passes par le système de retraite français versus tu te fais ta propre retraite en investissant dans un ETF World qui en gros est un indice extrêmement diversifié, tu vas investir en environ 1400 entreprises réparties dans une soixantaine de pays. C'est ce que j'allais te demander. Donc toi, l'immobilier, c'est pas du tout ton délire, non. À part la partie à Istanbul. Voilà, j'en ai un petit peu parce que je vois ça comme un mal nécessaire, mais au final... Et toi, tu serais plus donc tout ce qui est ETF, crypto ? Bah oui, alors... Les ETF, ça c'est top parce que c'est vraiment c'est une manière d'investir en bourse qui permet d'investir de manière passive. Moi, j'ai pas envie de passer 2 heures par jour à lire les nouvelles financières et puis à faire des choix de trading. Ça m'intéresse pas. J'ai pris TradingView en application. Je me suis fait accompagner. Je commençais à avoir des migraines. J'étais pas bien. La vie est trop courte. J'avais de la transpiration. J'étais comme ça. Je n'en peux plus. La vie est trop courte pour ressembler avec ça. Je peux pas. Autant investir dans le marché mondial parce que tu sais, grosso modo, la croissance économique est drivée par quoi fondamentalement ? Par le progrès technologique et aussi par l'évolution de la population. Là, ça peut poser problème puisque la population va commencer à chuter dans pas longtemps. Mais en tout cas, c'est le gros facteur majeur, c'est le progrès technologique. Avant la révolution industrielle, il y avait, 0,1% de croissance par an, quelque chose comme ça, et encore, ça pouvait stagner pendant des centaines d'années. Le vrai moyen de s'enrichir, c'était la conquête militaire. C'est pas pour rien que les riches, à l'époque, étaient des militaires. À partir de la révolution industrielle, ça a changé. C'est l'évolution technologique, l'innovation technologique qui a drivé la croissance à peu près à 2% par an, ce qui est extraordinaire, parce que 2% sur 10 ans, il faudrait calculer, ça fait quelque chose comme 25% de richesse en plus. Au bout de 10 ans, on est 25% plus riche. Enfin, c'est du délire. Si tu penses que l'innovation technologique ne va pas s'arrêter, et clairement, on ne voit pas aucun signe de ralentissement, au contraire, ça s'accélère, il n'y a aucune raison de penser qu'on va être plus pauvre dans 10, 20, 50 ans. Donc du coup, il n'y a pas de risque fondamental à investir dans le marché dans sa globalité. Donc en fait, c'est juste un système vraiment mental à désosser, parce qu'on a tellement été biberonné depuis 200 ans, et c'est, au final... C'était une bonne chose dans le sens où il y a eu une homogénéité, une unité qui s'est créée, alors, parfois même aux dépens d'autres peuples, puisque tu parlais de militaires, on voit bien qu'il y a eu des pays devenus puissants, ont été servir chez les autres après. Et là, on arrive dans une disruption totale, en tout cas de ce qu'on appelle l'Occident, de l'Ouest, aussi bien au niveau des valeurs, au niveau Pas que de l'Occident, la structure même de l'État. Mais c'est vrai que en dehors de l'Occident... Je mets le Japon dedans. Le Japon est un État-nation, la Chine aussi. La Russie l'est pas, c'est une fédération et beaucoup de pays africains ne sont pas des États-nations vraiment parce qu'il y a plein de peuples. Tu vois, alors pour donner un exemple en Occident, la Belgique par exemple, ça se débat si c'est un État-nation ou pas parce qu'on pourrait dire qu'il y a 2 nations, même 3 dedans. Il y a une minorité germanophone aussi. Les Wallons et puis les Flamands. Ils ne parlent pas la même langue, ils ont un État commun, mais on voit bien à quel point ça peut être paralysant. Ils ont le record du monde du nombre de jours sans État. Si je me rappelle bien, 650 jours sans État en 2018-2019, un truc comme ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. La Suisse, on pourrait dire que c'est un État avec 4 nations. Les Juifs, avant la recréation de l'État d'Israël, c'était une nation sans État.
Tu vois, donc l'État-nation, c'est une structure qui est un peu la standard et globalement répandue, mais c'est pas la seule. Et d'ailleurs, c'est la nouvelle dans l'histoire. Comme je t'ai dit, moi, je suis parti à 20 ans tout seul, pendant 10 ans. Donc 9 ans au Japon, à Bourlinguet, etc. Sauf que l'argent c'était vraiment un moyen. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, je vais faire un peu de trading, je vais faire un peu de ça, ou je vais faire en sorte de générer beaucoup pour avoir accès à ce que je veux. En fait, je les ai vécus, mais complètement intuitivement. Et toutes les portes s'ouvraient de façon intuitive. J'ai fait de la sécurité privée pour Tom Ford. Je me retrouve à être bodyguard pour Tom Ford pendant une journée, à faire de l'acting, de faire plein de choses qui venaient à moi, en mode yes man. La trentaine, je me suis dit, allez, je rentre en France, passage à la Légion étrangère, et je m'ancre, je me stabilise. T'as le droit en tant que Français de Bien sûr. la Légion étrangère. Bien sûr. Ah oui, ok. 30% de la Légion, quasiment 30% sont des Français ou des francophones. Ah oui, intéressant. Sauf qu'on te donne de nouveaux papiers militaires. Alors on ne change pas ton état civil dans ta mairie, etc. Par contre, on te donne un nouveau papier militaire que tu montres. Moi, j'étais devenu Canadien. Tu parlais de Québec. J'étais devenu Canadien. Sur le papier, dans mes papiers militaires. Pas dans mon état civil français. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'officiellement, depuis que ça a été créé, il n'y a pas de Français. Ah oui, donc ils contrôlent le système, c'est marrant ça. Ouais. Et la trentaine, je suis passé par la phase vraiment ancrage, stabilisation, mariage, qui était pour moi, c'est tu joues au blackjack quand tu te maries. Hein, tu lances les dés et Inch'Allah, ça marche. Mariage et beau-père, enfant. Donc 10 ans d'ancrage où je suis revenu en France. Pour moi, revenir en France, moi j'ai qu'une idée, à 20 ans, c'était de me barrer. J'aime mon pays, j'aime ma culture. Mais pour moi, il y avait tellement plus grand. Tu vois, je te parle de 2004, donc il n'y avait pas de... La DSL, quand tu avais la DSL, tu étais le roi du pétrole. Moi, je sais qu'en 2004, j'ai eu la DSL. J'écoutais des radios japonaises, du rap indé de Oakland, Bay Area aux États-Unis. Ça a changé ma perception du monde. Et là, la quarantaine, donc 30 ans, la trentaine, je reviens en France, je m'ancre, famille, enfants, etc. Et je commence à suffoquer. Tu vois, quand je te dis qu'avec ma femme, ce qu'on a payé en URSSAF, on aurait pu se payer un appart, et chaque année, on aurait pu se payer un appart cash, ou un train de vie bien autre, à Dubaï ou ailleurs. Et il y a quelques années, voilà, ça switch et on décide, on s'en va, on bouge. Là où je veux en venir, c'est il faut un sacré ancrage, j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau des enfants, au niveau du mariage. Et ça, je voudrais en parler avec toi. Comment tu vois les choses toi-même? Est-ce que tu parlais tout à l'heure que tu as une conjointe? Comment tu vois les choses au niveau peut-être de la parentalité en étant un rebelle intelligent, en bougeant régulièrement? Je ne sais même pas si tu as des enfants. Alors, j'ai pas d'enfants, donc tout ce que je pourrais te dire, ça sera ce que j'ai pu observer chez des amis qui se sont expatriés. Ok. Ouais. Et toi, tu as une idée là-dessus? Est-ce que tu te dis... Bien sûr, je pense que c'est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à tes enfants. De très loin. Parce que on va vers un monde multipolaire où les frontières vont avoir de moins en moins d'importance. On va vers un monde où le réseau a de plus en plus d'importance, la mobilité et la capacité, l'importance d'avoir des options pour ne pas être prisonnier d'États en faillite. En fait. Et le multilinguisme aussi. Oui, donc, exactement. Donc, c'est génial de pouvoir offrir à tes enfants le plus tôt possible d'être dans le bain de tout ça, qu'ils puissent voir par eux-mêmes un petit peu du reste du monde, ne pas être uniquement dans un moule, le moule des monopays, donc on en a parlé tout à l'heure, du coup je vais expliquer ce que c'est. En fait, quand tu regardes autour de toi, la plupart des gens sont nés dans un pays, ont été éduqués dans ce pays, parlent principalement, voire uniquement la langue de ce pays, ont trouvé un travail dans ce pays, investissent dans ce pays, se marient dans ce pays, ont des enfants dans ce pays, prennent leur retraite dans ce pays, puis meurent dans ce pays. Ce que j'appelle les monopays. Et il n'y a pas de mal à ça, mais le problème, puis quand tu regardes autour de toi, c'est 98% des gens, hein, mais le problème de ça, c'est que les monopays ont des angles morts, puisqu'ils n'ont pas de point de comparaison. Et du coup, ça les rend aussi beaucoup plus facilement manipulables par les gouvernements. Par exemple, la Sécu, en France, notre système c'est le meilleur. Combien de fois j'ai entendu ça? La Sécu, c'est le meilleur système du monde. Ok, donc pourquoi tu dis ça? T'as comparé à l'étranger? T'as vécu à l'étranger? Non. Ah ok, bah alors pourquoi tu dis ça? T'as fait des recherches ou tu répètes ce qu'on t'a dit? Bah non, je répète ce que je dis. Oui, bah voilà, t'as pas fait de recherche. Donc tu vois, là c'est un mythe qui s'auto-entretient parce qu'il n'y a pas de point de comparaison, puis la plupart des gens font pas de recherche. Puis ils entendent des histoires d'horreur dans des pays aux États-Unis, machin, puis ils ont l'impression que tout le reste du monde est comme ça, alors que pas du tout. Puis il y a aussi des histoires d'horreur en France. Hein. Je veux dire. Et ce que fait chaque pays. Hein. Ouais. Quand j'habitais au Japon, pour les Japonais,
certains endroits d'Europe ou aux États-Unis, c'était complètement, c'était Bagdad, quoi. Oui, voilà, donc bon, c'est le problème quand tu n'as pas cette expérience de terrain et que tu ne compares pas les choses. Et donc, inculquer à ses enfants le plus vite possible, le plus tôt possible, cet état d'esprit multi-pays permet de transcender tous ces anglements et leur donne un avantage absolument démentiel. Je fais la comparaison dans mon livre, c'est comme si un multi-pays par rapport à un monopays, c'est comme quelqu'un qui vit dans une grande ville internationale de plusieurs millions d'habitants par rapport à quelqu'un qui n'a jamais quitté son village de 300 habitants, dont 200 moutons. Rien de mal à vivre dans un village de 300 habitants dont 200 moutons, mais clairement, la personne dans le village, elle va avoir un horizon intellectuel, artistique et d'action possible beaucoup plus étroit que la personne qui vit dans une grande ville internationale. C'est la même différence entre monopays et multipays, exactement la même. Donc, si tu veux donner un maximum de potentialité à tes enfants, autant leur donner la grande ville internationale plutôt que le petit village et du coup le multipays. Et en plus, quand tu rajoutes le multilinguisme, effectivement, parce que si tu parles à l'étranger suffisamment tôt, c'est un cadeau incroyable. Ils vont littéralement apprendre une langue étrangère sans avoir l'impression de faire d'efforts. Alors bon, sauf si tu pars dans un pays francophone, mais je veux dire, et même, tu peux les mettre dans des écoles anglophones, etc. Mais je veux dire, ils peuvent apprendre l'anglais, l'espagnol, le portugais. Toi, j'ai un ami, Michael Ferrari, il vit au Portugal, et il a une gouvernante britannique. Donc ses enfants, à 6 ans, étaient trilingues, français, portugais, anglais. Magnifique. C'est pas incroyable, ça? Avec ça, ils ont les 3 langues majeures du continent américain, par exemple. Il ne leur manque plus qu'à apprendre l'espagnol, ce qui serait facile avec le portugais. Ou l'inuit ou le navarro. Oui, mais tu n'as pas besoin, tu peux parler anglais ou français et ça marche très bien. Okay. Mais et là, je parle des langues majeures. Hein. Il y a aussi le Suriname où ils parlent néerlandais, mais bon, tu vois. Suriname, exact, Suriname, ouais. La Guyana. Oui, exactement. Et puis quelques îles antillaises où ils parlent néerlandais, mais c'est anecdotique. Ouais. Avec ces 3 langues, déjà, ils sont, la moitié de Saint-Barth, bien partis. C'est pas anecdotique. Oui. C'est un bon endroit. Attention. Et puis il y a Saint-Martin aussi. Ouais. C'est ça, là, le grand, il va aller en... Je l'ai même mis en système... qui lui ouvre les portes de l'anglo-saxon, du système anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il peut aller après dans le système anglo-saxon, même si moi je suis pas pro-diplôme, mais s'il veut le faire, il pourra le faire. Pour moi, à part s'il veut faire un métier vraiment spécifique qui nécessite des diplômes, et là je comprends complètement, ça sert pas à grand-chose. Et le petit va partir carrément en école full anglais, arabe, et avoir vraiment les 3 langues de base, quoi. Et après, direction Japon. Ah bon? Okay. Ouais. Le grand adore le Japon. Je pense que je lui ferai faire des demi... Tu en parles d'ailleurs dans le livre, des 6 mois, des échanges scolaires, tu sais, où tu peux faire 6 mois dans un lycée ou une école. Ouais. Tu parles beaucoup de l'Erasmus. Ah, c'est dans celui-là, je me rappelle plus. C'est dans le premier. C'est le premier, ouais. Tu parles d'Erasmus, effectivement, l'écueil d'Erasmus, c'est de traîner avec soit des francophones, soit avec des anglophones dans un pays non anglophone. Oui, ça je l'ai vu. Hein. Donc là, c'est le gros écueil. Effectivement, c'est pour ça que quand je suis parti au Japon, je dis je ne veux pas parler ni anglais ni français. Donc mon anglais est pas très bon. Ça va, je me débrouille bien. Mais c'est clair que c'est ce qui m'a permis d'avoir un excellent japonais à l'époque. C'est que je refusais de traîner avec des Français ou avec des anglophones, à moins qu'ils ne parlent eux-mêmes parfaitement japonais. Ce qui me permettait de switcher et d'avoir des amis japonais. Parce que tu sais ce qui se fait pas, c'est quand tu es 2 Français, tu as 1 ou 2 amis japonais ou étrangers, et pendant tout le repas, tu parles qu'en français devant eux. Oui. Ça se fait pas, non, je trouve ça odieux. Oui. Et donc nous, on s'adaptait, on parlait japonais avec les japonais. Et c'est vraiment cette flexibilité que je veux offrir à mes enfants. Et pour moi, et merci de le dire et de le rappeler, c'est un cadeau énorme qui paraît intangible. C'est le meilleur. Mais qui est énorme, parce que ça fait... et je veux pas un gap entre moi et mes enfants. Tu vois, où moi j'ai vécu dans des grandes métropoles, je parle plusieurs langues, etc. Et avoir des enfants, eux, qui sont très monopays, qui vont de là à là, qui vont dans l'école du quartier. Alors c'était ça au début. Hein. Le grand, il a fait primaire, collège, maternelle, primaire, collège, dans la même ville où il habite. Le petit, il a fait maternelle, et pour le primaire, je l'ai emmené à l'étranger. École avec des palmiers, à 6 ans, il a fait son premier tournoi d'échecs, il fait du cirque, il a fait de la cuisine en darija. Tu vois, il avait des activités qui ont complètement ouvert son champ de lecture du monde. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est comment leur offrir ça. Et c'est là où j'invite aussi mes clients, et je pense que toi aussi, par ta lecture, ce que tu proposes, tu permets aussi de mettre du data, de la compréhension, et de sortir de la peur juste c'est loin, c'est compliqué, ou c'est des gens qui fuient fiscalement, mais regarde les chiffres. Et si après ça, tu dis encore, non mais franchement, on est bien en France. Mais t'as le droit. T'as le droit. Mais au moins, t'as pris une décision rationnelle. Mais au moins, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Carrément. Ouais.
Parce que moi, je me demande, souvent avec ma femme, on se regarde, on dit, mais comment ils font les gens qui ont des restaurants, qui ont des business en plus physiques? Déjà, nous, en étant digitaux, c'était chaud. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, mais les gens qui ont des stocks, qui ont des employés, comment ils font? Je suis admiratif. C'est pour ça qu'il faut s'internetiser. Tu vois, je dis, comment vous faites? Et après, ma question aussi, c'est, mais après, si on devient tous... Alors, tu parles de presque 1 milliard, là, on serait 20 à 50 millions, c'est ça? Alors aujourd'hui, les digital digital nomades, c'est estimé entre 35 et 40 millions. C'est ça. Alors juste pour donner une perspective quand même, il y a la moitié des pays du monde ont moins de 10 millions d'habitants. D'accord. Donc là, c'est l'équivalent de 3 à 4 pays de taille normale, les digital Mais nomades. tu parlais en milliards pour les dizaines d'années à venir. Alors ça, non, je cite une étude qui dit qu'en 2035, il y aura peut-être 1 milliard de digital nomades, et je dis c'est probablement très optimiste. Donc je ne pense pas qu'on va arriver là. Oui, c'est énorme. Ça me paraît énorme. Non, je ne pense pas. Non, écoute, tu allais dire, oui, mais si tout le monde fait ça, tu sais, comme j'ai dit dans une autre interview, mon livre s'adresse à la minorité des gens qui savent créer leur propre réalité. Donc, j'adore ça. Attends, tu peux le redire, s'il te plaît. La minorité des gens qui savent créer leur propre réalité. J'adore ça. Exactement ça. C'est peut-être 5% des gens maximum. Donc, dans tous les cas, déjà, il y a toujours des gens qui vont rester pour des raisons émotionnelles, parfois pour des raisons rationnelles. Ça peut. Je veux dire, je ne dis pas que la France est complètement horrible, tu vois, il y a des raisons de rester. C'est un pays magnifique. Voilà. Mais moi, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il ne suffit pas de grand-chose. Il suffit qu'une toute petite pourcentage de la population parte pour complètement déséquilibrer le système. Parce que... Tu sais qu'on dit je fais une aparté, alors ça c'est dans le monde un peu métaphysique, spirituel, il suffit de 0,1% de l'humanité qui est dans un espace de conscience pour que le reste suive. Et je pense que ça marche pour tout. Ok. Il suffit qu'il y ait quelques centaines de millions, parce que 0,1% ça fait quand même quelques centaines de millions de personnes soient en conscience. Non, parce que c'est 8 milliards. Donc 1%, c'est 80 millions. 80 millions, donc 8 millions. Ouais, 8 millions. Ouais. 8 millions. Il suffit qu'il y ait 8 millions de personnes en conscience pour qu'il y ait une dynamique qui suive. Ok. À voir, on verra. Ouais, c'est sûr. Alors du coup, qu'est-ce que je disais ? Tu parlais des 5%, il suffit de 5%. Oui, parce que en fait, quand tu regardes la répartition des revenus fiscaux, les 10% des gens les plus riches en France payent 72% ou 71% de l'impôt sur le revenu. Les 2% les plus riches payent 40% de l'impôt sur le revenu. Donc, on n'a pas les chiffres sur la TVA et à l'IS, mais ça doit être probablement pareil parce que la plupart de ces gens sont entrepreneurs, donc ils ont une entreprise qui paye de l'IS. Aussi, les gens les plus riches sont ceux qui dépensent le plus, donc ils payent le plus de TVA. Donc, typiquement, c'est ces gens-là les plus mobiles, et il suffit qu'une toute petite partie d'entre eux partent pour complètement que le système s'écroule. Je pense que c'est en partie ce qu'on voit en France. C'est en partie ce qu'on voit en France. Pleine migration, là, on le voit. Oui. On voit Dubaï qui se gonfle de millionnaires. C'est clair. Mais Dubaï, je veux dire, j'ai un ami, à la base infopreneur, mais là qui s'est reconverti un peu, dans le sens où c'est devenu son business principal, dans l'achat-revente de villas sur plan. Il des parce qu'il y a un tel... En fait, donc il achète des villas sur plan. Quand il se les fait livrer, il les embellit encore plus avec des magnifiques décorations. Et il les vend pour plusieurs millions de dollars de plus-value. Et il cartonne parce qu'il y a un afflux massif et continu de millionnaires à Dubaï. Du monde entier, pas seulement des pays francophones. Parce que, voilà, Dubaï a compris son positionnement dans le monde nouveau. Aujourd'hui, pour les gens mobiles, nous avons accès à un marché de juridiction qui se battent pour nous attirer avec les meilleures conditions. Et Dubaï se positionne comme l'offre de luxe, avec un excellent rapport qualité-prix entre les services de gouvernance qu'ils proposent et le coût que ça a. Parce que Dubaï, c'est une ville internationale tournée vers l'avenir, ultra dynamique, ultra sécurisée niveau Japon. Toi, tu as connu le Japon. Donc, c'est le genre d'endroit, tu laisses ton téléphone portable dans un bar 2 heures, tu reviens, il est toujours là. En France, c'est pas le cas. Là, je trouve que c'est fort, c'est que souvent on arguait que le Japon, la Corée du Sud, c'est parce que tu as vraiment une unité culturelle. Oui, et puis au Japon, il n'y a que des Japonais, donc limite tout le monde se connaît dans l'image, tu vois. Ce sont des vrais États-nations, pour le coup. Clairement. Et Dubaï montre le contraire. Oui. Parce que j'ai rarement vu une ville Dubaï aussi n'est pas une cosmopolite. État-nation. Ouais. Il y a des gens de partout dans le monde. Et effectivement, en fait, comme il y a un cadre qui est clair, le cadre, il est clair. Tu es bienvenu pour venir travailler, faire de l'argent. Par contre, ça va de là à là. Ouais. Ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. Et après, il n'y a pas de oui, mais c'est pas de ta faute, c'est pas grave. Ça n'existe pas. Donc, il y a un cadre qui est tellement clair. C'est clair. Et l'État n'intervient que très peu, en fait, dans la vie. On les voit pas. Mais il intervient exactement là où il faut. C'est l'État régalien, finalement. Le rôle principal de l'État, c'est la sécurité. Donc, c'est police, justice, armée. Bon. Dubaï fait ça, parfaitement.
il remplit son rôle régalien à la perfection ou pas loin, pour un coût minime, et il te laisse libre de t'organiser comme tu veux sur tout le reste. C'est exactement ce qu'on demande à un État moderne, en fait, et exactement l'inverse de la France. C'est complètement l'inverse de la France. Le problème de l'État-providence, c'est qu'il est plus finançable aujourd'hui. On le voit bien. Et donc, non seulement à cause de toutes ces disruptions, mais aussi du vieillissement de la population. Là, on est passé en France on a doublé le nombre de retraités par actif en 50 ans. On est passé de 66 ans d'espérance de vie en 1950 à 83 aujourd'hui, donc quasiment 20 ans. On a moins d'enfants par femme. Voilà, donc, donc voilà, tu vis plus longtemps qu'avant. Tu as moins d'enfants par femme. En plus, on part à la retraite plus tard aujourd'hui qu'en 1970. Tu n'as pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça va droit dans le mur. C'est ce qui est en train de se produire. Donc c'est aussi une des thèses de mon livre, c'est que les États-providence du XXe siècle, ils sont nés à la fin du XIXe siècle et ils ont pris leur taille gargantuesque en gros vers 1950. C'est-à-dire à l'apogée de l'État-nation industriel, à un moment où en fait l'économie était concentrée dans des zones industrielles très précises qui étaient facilement contrôlables. Et c'est ce qui a aussi donné beaucoup de pouvoir aux salariés qui pouvaient facilement paralyser une usine avec une grève et qui donc avaient un pouvoir de négociation important. C'est ça qui a permis à l'État-providence moderne obèse d'émerger. Mais aujourd'hui, toutes ces conditions technologiques qui ont permis à cet État donc d'émerger sont en train de se faire disrupter. Et en fait, la conclusion, c'est qu'au XXIe siècle, l'État n'a plus les moyens de faire les mêmes promesses qu'au XXe siècle. C'est plus possible. Parce qu'il n'y a plus d'usines à paralyser, parce que les entreprises sont agiles et peuvent facilement partir dans un autre pays, parce que les gens sont plus mobiles aussi, parce que la population vieillit, etc., etc. Et le problème, ça c'est un des problèmes des incitations à long terme de la démocratie, c'est que quand le peuple n'est pas pragmatique, ce qui est le cas de la majorité des peuples, il y a des exceptions comme la Suisse, mais en France, le peuple est absolument pas pragmatique, le peuple est idéologue et ne voit que ses intérêts à courte vue, malheureusement, dans sa globalité, eh bien, ce sont les démagogues qui promettent aux gens exactement ce qu'ils veulent entendre, qui se font élire, alors que les gens à la Churchill qui disent « je vous promets des larmes et des sangs, mais il faut régler le problème », se font virer du pouvoir. Et du coup, le problème s'aggrave, en fait. C'est ça qui est en train de se passer aussi, tu vois. Donc, quand tu comprends conscience de ça, effectivement, il n'y a pas trop d'intérêt. Quel serait. Je me disais, il faut que je te demande ça. On verra à quel moment. Quel serait, si tu veux, ton message très clair, les yeux dans la caméra, entre guillemets. Moi, j'ai plusieurs personnes en tête, hein, des hommes que j'estime intelligents, mais qui ne voient pas ça. Qui, vraiment, pour eux, avec ma femme, on est un peu des originaux, tu vois. On fait des choses un peu... c'est marrant, c'est bizarre, on part à droite à gauche. Qu'est-ce que tu leur dirais, vraiment, les yeux dans les bleus? C'est facile. Arrêtez de faire l'autruche. Il suffit juste de regarder les chiffres. Hein. Je veux dire, c'est littéralement un fichier Excel. Hein. C'est vraiment pas compliqué à voir. Hein. La France est dans une situation catastrophique, la plupart des pays occidentaux aussi. Regardez le déficit chaque année. Là, on est parti pour avoir 6% de déficit par rapport au PIB, pas par rapport au budget. Hein. Regardez l'endettement dans lequel on est. Regardez le coût de la dette. Je donne l'exemple pour 2022 dans mon livre. Le coût de la dette en 2022, c'était 50 milliards d'euros. C'était le budget de l'éducation. Et je donne ce qu'a rapporté l'impôt sur les sociétés en France en 2022, 40 milliards. Donc déjà, tous les entrepreneurs qui nous regardent, sachez que tout ce que vous payez en impôt sur les sociétés, ça ne sert même pas à payer les intérêts de la dette dans sa globalité. Attention, je ne parle pas de rembourser la dette, je parle de payer les intérêts. On ne rembourse pas la dette. Chaque année, on en accumule davantage. Et quand on regarde comment elle est utilisée, finalement, s'endetter en tant que tel, c'est pas déconnant. Si tu t'endettes pour investir pour l'avenir, par exemple, tu construis une autoroute tu empruntes 5 milliards pour construire une autoroute qui va te rapporter 50 milliards sur 10 ans. Ça fait sens. Mais là, aujourd'hui, on emprunte pour payer des coûts de fonctionnement. Et en plus des coûts de fonctionnement de systèmes qui vont droit dans le mur pour payer la Sécu, les retraites, etc., etc. Regardez les chiffres. Si vous êtes confiant dans l'avenir de votre pays, est-ce que c'est parce que vous avez juste fait l'autruche, c'est-à-dire que vous n'avez pas regardé les chiffres? Ou est-ce que vous avez vraiment analysé la situation? Et si vous avez analysé la situation et vous pensez qu'effectivement la situation est catastrophique, pourquoi vous restez? Quelle est la raison fondamentale de votre... Est-ce que vous restez par confort? Est-ce que vous restez par inertie? Est-ce que vous restez parce que vous avez peur de bouger? Ou est-ce que vous comptez sur un sauveur miraculeux? Et si oui, qui est-il? Ou alors vous êtes OK sur le fait qu'il y a des risques d'un scénario à la grecque où vous allez peut-être perdre 20-25%
50% de votre pouvoir d'achat, voire un tiers comme les Grecs, sur plus de 10 ans. Hein. Je veux dire, rendez-vous compte, où vous allez avoir un grignotage, voire un effondrement de l'État-providence. Là, on le voit par exemple avec Bayrou qui a proposé de faire sauter 2 jours de congé. Voilà, on le voit, la Sécu, il y a de plus en plus d'argent à payer, il faut prendre une mutuelle obligatoire maintenant, s'il y a de moins en moins de choses qui sont remboursées. Comprenez qu'on va, en France, et c'est la même chose pour la Belgique, hein. J'ai étudié les 4 grands pays francophones occidentaux, donc la Suisse, incroyable, quasiment tous les indicateurs sont parfaits. Le Canada, c'est OK, mais c'est pas non plus foufou. Belgique et France, catastrophique. Okay, donc les Belges qui nous regardent, c'est la même chose. Hein. Et la plupart des États occidentaux nouveaux sont comme ça. Et pour toi, on connaît à peu près, mais juste pour rappel, qu'est-ce que les Suisses ont compris qu'on n'a pas compris? Alors là, tu ouvres des heures de discussion. Alors je vais essayer de résumer. Non, mais moi je suis admiratif des Suisses. Parce que tu regardes la Suisse, indicateur sur indicateur sur indicateur, c'est quasiment parfait. Mais comment c'est possible? Ils ont un endettement de quelque chose comme 40% du PIB. En France, on est à 110-120. Ils ont un pourcentage des prélèvements obligatoires par rapport au PIB qui est 2 fois inférieur à la France. Donc ils prélèvent 2 fois moins d'impôts et de cotisations sociales qu'en France. Le Suisse moyen gagne, son salaire est 70% supérieur au salaire français. Alors le coût de la vie est 30% supérieur. Ça veut dire que le Suisse moyen est 40% plus riche que le Français. Tu imagines ça? 40% supérieur. Enfin, c'est du délire. Une monnaie forte, une inflation faible, une qualité de vie extraordinaire, une sécurité extraordinaire, bon voilà, etc., etc. Tu te dis, mais c'est incroyable, comment c'est possible? Donc, j'ai vraiment étudié le sujet pour mon livre. Et les gens qui vont te dire, oui, mais la Suisse est un tout petit pays, etc., nous on est 60 millions, est-ce que c'est un alors argument? Oui, je réponds à cet argument dans le livre, je dis, mais les amis, si vous pensez qu'un grand pays est fondamentalement inefficace, pourquoi vous restez dans un grand pays? Vous êtes maso ou quoi? C'est quoi l'intérêt? Je veux dire, arrêtez de réfléchir comme un monopoly prisonnier de son endroit. Réfléchissez comme un multipays qui choisit où il met les pieds, qui choisit où il va s'incarner. C'est là où je parlais de certaines loyautés. Il y a ça se fait pas, il y a le... Parce que... Mais si, ça se fait. Mais on est d'accord. Moi, voilà, ce que j'ai remarqué, ce qui est souvent reproché, entre guillemets, aux riches, c'est pas qu'ils soient riches. Ce qui va reprocher, c'est, en gros, je ne sais pas comment tu as fait. Et je ne sais pas faire. Et ça, c'est insupportable pour moi. Avec une lecture... ça s'apprend. On est d'accord. Ouais. Mais tu sais, comme certains qui vont dire, mais t'as vu, ils se montrent toujours torse nu. Tu vois, comme par hasard, celui qui critique se montrera jamais torse nu et va être complexé par son corps. Donc c'est toujours la même chose. Après, moi, je m'adresse pas trop à ce public-là, plutôt à celui qui, à la rigueur, est soit près de la bascule, soit celui qui est déjà passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est déjà dans une dynamique de rebelle intelligent, de nomade capitaliste, d'investisseur. Et là, moi, ça m'intéresse. Et juste une aparté. Parce que tu fais les apartés dans les apartés, parce que j'ai pas répondu à la question sur la Suisse. C'est vrai, alors termine. Parce que du coup, donc, une fois qu'on a posé le constat qu'en Suisse c'est incroyable, tu te demandes mais pourquoi? Donc je prétends pas avoir percé les mystères, mais j'ai des pistes. Il y a 4 facteurs majeurs. Le premier, c'est que... alors c'est démocratie directe, enfin les 2 premiers, et peuple pragmatique. Vraiment, alors le premier c'est vraiment peuple pragmatique, c'est-à-dire que les Suisses sont beaucoup moins idéologues que les Français. C'est-à-dire que si par exemple tu fais un référendum pour dire est-ce qu'il faut taxer plus les riches, en France je pense que c'est à peu près certain que ça passe, en Suisse ils vont voter contre. Parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être gagner un peu de sous sur le court terme, mais que sur le long terme ça va faire fuir les gens, alors qu'au contraire ils contribuent en grande partie à la prospérité de la Suisse. Donc il y a un pragmatisme de qu'est-ce que ça apporte concrètement, plutôt de quelle est mon idéologie, tu vois. Et deux, c'est ça, du coup ça se combine très très bien avec une démocratie directe, où on va vraiment solliciter les Suisses pour de nombreux sujets directement. Tu vois, j'étais en Suisse il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour une nouvelle chaîne qui s'appelle Rebelles sans frontières, dans laquelle je montre un peu les coulisses des pays que je visite. Et donc je suis allé dans un marché local, à Martigny, si je me rappelle bien. Je crois que c'est dans le Valais, je ne sais plus. Et donc, j'ai vu, je ne l'avais pas prévu, mais il y avait plein de stands de politique, donc je suis allé leur parler. Et voilà, ils étaient là pour discuter avec les gens, ils t'offraient du vin, du café, et puis ils avaient éventuellement des pétitions qu'ils voulaient faire signer. En Suisse, si je me rappelle bien, toute pétition qui atteint 100 000 signatures, ça se transforme automatiquement en demande auprès du Parlement qui doit la considérer, et éventuellement en référendum pour tous les Suisses. Et on leur pose des questions sur des sujets qui sont importants, du genre est-ce que vous voulez intégrer l'Union européenne ou pas, mais aussi sur des sujets triviaux. Quand je suis allé dans ce marché, c'était au début de l'année 2025, ils nous ont dit le dernier référendum, c'était est-ce qu'il faut couper les cornes des vaches ou pas.
Bon, donc du coup, c'est peut-être un peu too much, tu vois. Mais au moins, il y a cette tradition qu'on demande l'avis des gens. Et comme c'est couplé à vraiment du pragmatisme, ça marche très bien. Parce que du coup, les gens voient l'intérêt à long terme, tu vois. Donc ça, c'est les 2 premiers facteurs. Troisième facteur extrêmement important, les cantons ont plus de poids dans la vie économique et politique que l'État fédéral. Ça se traduit concrètement par le fait que un Suisse va payer plus d'impôts à son canton qu'à l'État fédéral. Ce qui est l'inverse des États-Unis, où tu as facilement 80-90% des impôts qui sont payés à l'État fédéral. Même si tu vis dans un pays comme dans un État comme la Californie ou le Nevada où il n'y a pas d'impôts locaux, enfin il n'y a pas d'impôts d'État, enfin il y en a, mais s'il n'y a pas d'impôt sur le revenu d'État, il n'y a pas d'impôt sur la société d'État, tu vas payer l'essentiel, 90 à 100% de tes impôts à l'État fédéral. Donc l'État fédéral a un poids immense. Et pourquoi c'est important ? Parce que les cantons sont en compétition les uns avec les autres en permanence. En permanence. Si un canton commence à trop déconner et à trop imposer sa population va partir dans le canton d'à côté. Ça peut être à 20 minutes de voiture. Je veux dire, les cantons, c'est quand même assez petit et voilà, ils sont très proches géographiquement. Donc tu peux rester dans ton pays, dans ta zone linguistique, être à 20 minutes de... Enfin, c'est comme déménager, c'est pas très compliqué, et tu changes de canton et tu changes de règles. Donc c'est cette compétition qui oblige les cantons à être efficaces. Aujourd'hui, cette compétition, elle devient mondiale au niveau des États, mais tu vois, en France, où l'État est centralisé, il n'y a pas de compétition interne. Il n'y a pas de compétition interne. Que tu partes d'une région à une autre, ça ne va pas changer grand-chose à ta fiscalité, alors qu'en Suisse, ça fait une différence absolument démentielle. Tu as des cantons extrêmement, très très peu taxés par rapport à d'autres. Donc, ça oblige les cantons à être efficaces. Et les cantons inefficaces, ils subissent la loi de la sélection naturelle. Et au bout d'un moment, ils subissent la loi du marché, ils comprennent que pour revenir dans la course et pour réattirer des gens, il faut qu'ils redeviennent efficaces. Donc là, si on sort la tête du seau, si on arrête de faire l'autruche, c'est de revenir en France à une compétitivité, à être vraiment compétitif, à être vraiment... Le problème, c'est qu'en France, il y a une tradition d'État centralisateur qui remonte loin, Louis XIV et même avant. Hein. Donc, et comme je te dis, en France, le truc, c'est que l'État a créé une nation. C'est vrai que je n'ai pas développé tout à l'heure, mais en fait, en France, c'est l'État français de Paris qui a imposé une uniformité linguistique, culturelle. On peut même parler de génocide culturel, hein, très honnêtement, en France, où en fait, l'État a sciemment détruit les langues régionales, en fait, au point qu'on peut dire aujourd'hui elles sont moribondes ou mortes. Ça dépend des régions, mais c'est d'ailleurs paradoxal parce que l'État-nation revendique la protection de la diversité, alors qu'au contraire, c'est la forme la plus uniformatrice de l'histoire. Donc là aussi on parle, c'est du double langage et la ferme des animaux. C'est important d'aller voir derrière les discours ce qui se passe vraiment, tu vois. La plupart des gens n'en ont pas conscience. Donc en France, il y a eu un rouleau compresseur venu de Paris qui a imposé la langue de Paris sur tout le territoire. Et voilà, à l'école c'était interdit de parler autre chose que le français. Et au final aujourd'hui, donc voilà. Donc il y a cette tradition d'État centralisateur. Je ne vois pas comment on pourrait changer ça honnêtement. C'est possible, mais c'est des décennies de travail. C'est des décennies de travail. C'est dans l'ADN des gens, c'est vraiment rentrer dans la culture, dans la pensée. Changer la culture d'un peuple, c'est compliqué. Hein. Ça prend beaucoup de temps. C'est Herbert Green, tu sais, dans les lois de la nature humaine, il te dit tu as des rivières ou des fleuves qui sont sortis de leur lit, il y a des montagnes qui peuvent être rasées, mais la nature humaine, pour bouger, pour changer la nature humaine, tu peux te lever tôt. Mais du coup, moi je ne vois pas la France se réformer dans un avenir proche, mais par contre, cette compétition qui est entre les cantons en Suisse, elle est en train de se créer de plus en plus au niveau international. C'est ça le truc, les pays sont de plus en plus en concurrence les uns avec les autres pour attirer les talents, une population qui est de plus en plus mobile. Tu vois, je montre dans le livre que l'impôt sur les sociétés en moyenne était à 42% en 1980. Aujourd'hui, on est à 22%. Donc en 45 ans, on a divisé par 2 le taux d'imposition parce qu'il y a une compétition de plus en plus exacerbée entre les États pour attirer les entreprises, mais aussi les individus. Et donc, 4e critère qui fait que la Suisse fonctionne aussi bien, c'est la différence de culture entre le protestantisme et le catholicisme.
Parce qu'en fait, quand tu regardes sur une carte, généralement, les pays protestants sont plus riches que les pays catholiques. Et pourquoi ? Ça vient du fait que les catholiques voient la richesse comme un obstacle pour monter au paradis. Parce qu'il y a cette phrase du Christ qui dit « Il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer au royaume des cieux ». Et donc, la richesse est vue comme un obstacle à l'accomplissement spirituel. Alors que Martin Luther a complètement renversé le paradigme, parce qu'il dit, c'est l'inverse, plus tu es riche et plus tu as démontré ta vertu, et donc plus tu as de chances d'entrer au paradis, à condition que tu aies gagné ton argent de manière vertueuse, parce que tu as démontré ta discipline et ta capacité à apporter de la valeur aux autres. Tu vois ? Donc en fait, les protestants voient la richesse comme au contraire un accélérateur, une sorte de preuve que tu vas entrer au paradis. Et ça, clairement, ça colore énormément toutes les actions de tout un peuple. Et tu le vois dans cette disparité économique entre les pays catholiques et protestants. Après, bon, en Suisse francophone, ils ont été aussi beaucoup influencés par le catholicisme, mais quand même, c'est un facteur d'explication. Donc, c'est des facteurs importants, mais malheureusement difficilement réplicables en France. On pourrait quand même s'en inspirer sur certaines choses, et ça serait génial de créer une compétition, de diminuer le poids des impôts au niveau de l'État et de créer des impôts locaux plus importants. Là, ça créerait une compétition dans l'État. C'est ce qui est en train de faire Milei en Argentine. En fait, c'est vraiment une bonne politique à mettre en place. Tu diminues le poids de l'État les impôts de l'État centralisateur, et tu augmentes les impôts des provinces, finalement, parce que du coup, tu crées une compétition entre elles, et qui va les amener vers l'excellence. Ce que j'allais te dire, en fait, c'est quel serait le scénario bisounours de la France, et puis le scénario... Ça me ferait plaisir de le dire, parce que c'est vrai que, tu vois, bon, on me reproche parfois de faire du French bashing. À nouveau, il y a plein de pays dans cette situation-là, c'est pas que la France. Mais oui, ça me ferait plaisir. J'ai un chapitre, d'ailleurs, où je vous donne des conseils pour les États. Donc... Le changement de paradigme à avoir, et en France, il faut quand même se lever de bonne heure, parce que voilà, mais il faut arrêter de prendre les citoyens comme des contribuables et les voir plutôt comme des clients. Ce que fait Dubaï. Oui, mais t'imagines le changement de paradigme que ça demande en France, dans toutes les couches de la société et dans l'administration. Ça inverse complètement la dynamique. Ben contribuable, c'est toi qui contribues. Ouais. Client, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi. Oui, exactement. Et donc, c'est vraiment le changement de paradigme. Donc, si on avait un côté bisounours, on pourrait faire ça comme ça, c'est ce que je ferais. Mais bon, on va essayer de faire un bisounours réaliste. Donc, déjà, première chose que j'ai dit, tu divises par deux l'IR et l'IS. Donc, tu arrêtes complètement de contribuer aux régions et tout ça, et tu laisses les régions lever leurs propres impôts à ce niveau-là, comme le font les États américains, d'accord ? Mais beaucoup plus que les États américains, parce qu'à nouveau, l'État fédéral est beaucoup plus important là-bas. Donc tu adoptes le modèle suisse, voilà, où je pense que si je me rappelle bien ce que j'avais étudié, environ 55 à 60% des impôts sont payés dans les cantons, plutôt qu'à l'État fédéral. Donc tu peux prendre un ratio comme ça, ou même mieux si tu veux. Et du coup, ça crée immédiatement une compétition entre les régions qui vont commencer à devoir être efficaces, tu vois. Ensuite... il y a tellement de choses possibles. Donc, arrêtez de laisser les gens utiliser les monnaies qu'ils veulent. Le problème, c'est que la France, en ce moment, elle ne peut pas, parce qu'elle est liée par le traité avec l'euro et tout ça. Laisser les gens utiliser les crypto-monnaies. Clairement, le premier truc à faire, c'est laisser les gens qui veulent sortir du système de la Sécu et des retraites le faire. Si c'est le meilleur système du monde, mets-le en compétition avec d'autres. Pourquoi tu menaces les gens de les mettre dans une cage s'ils refusent de cotiser à ça ? Laisse-les libres de choisir leur propre système. Et tu vois, les États dont la France interdisent les monopoles dans les entreprises, tu vois, ils ont des lois antitrust, etc. Et en même temps, ils s'octroient des monopoles tranquilles, sans voir la contradiction entre les deux. Incroyable quand même. Donc mets en compétition tes services d'assurance, santé et de retraite. Et l'idée, c'est d'aller vers une diminution du poids de l'État là-dedans, parce que ce n'est pas le rôle de l'État d'être une assurance. L'État fait un très très mauvais job, comme je démontre dans le livre, sur ce sujet. Du coup, rien que ça, par exemple, ça permettrait immédiatement, il y a plein de gens qui aujourd'hui veulent partir, qui auraient moins de besoin de partir, parce que si tu fais ta propre retraite et que tu cotises une assurance santé privée, en gros, tu t'enlèves un tiers de prélèvement obligatoire dans ce que tu payes, parce que l'essentiel de ce que tu payes, c'est pas les impôts, c'est les cotisations sociales. Hein. D'un seul coup, la France devient beaucoup plus acceptable en termes de poids des impôts. Il n'y a pas photo.
enfin des prélèvements obligatoires. Donc rien que ça change complètement la dynamique. Et puis il faut instiller dans l'administration une notion de service client. Il faut instiller que, tu vois, par exemple, je compte plus le nombre de mes amis qui ont une entreprise web et qui sont partis après un contrôle fiscal. Parce qu'ils ont été révoltés par, il faut le dire, une expérience client qu'ils ont trouvée désastreuse. Où ils ont été vus comme des moutons à tondre et des cons à abattre. Alors que des gens, des amis que je connais, ont eu des contrôles fiscaux en Suisse où ça se passe de manière beaucoup plus respectueuse. Tu vois ? Donc, inculquer dans l'administration cette notion de respect du client et de comprendre, oui, ok, contrôles fiscaux quand tu as des impôts, parce que pour éviter les tricheurs, ça peut se comprendre, mais dans le respect et en comprenant que si tu fais un mauvais boulot, tu peux faire partir la personne. Okay, donc il y a quand même un équilibre de pouvoir, tu vois. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, tu vois. Ok, mais déjà ça clarifie à Et puis, ce niveau. un bon coup de tronçonneuse à la Milei dans l'État. Alors là, l'État est obèse en France, ça se voit à plein d'indicateurs. Je veux dire, depuis 1960, c'est-à-dire depuis le moment où on a commencé à mesurer, la France est dans le top 3 des pays les plus taxés du monde. Il n'y a pas eu de... Le Danemark, je crois. Alors voilà, le Danemark et la France se battent tous les ans pour la position numéro 1. Des fois, on gagne, un cocorico. Mais voilà, et au Danemark, les gens savent pourquoi ils se font défoncer. L'État est efficace. Ils ont le Danemark a un endettement de 40% du PIB, les services sociaux fonctionnent bien, il y a une bonne qualité de service. Au Danemark, ça peut se comprendre. Tu vois, il y a un rapport qualité-prix qui est OK. Tu te fais défoncer, mais derrière, les services sont excellents. En France, tu te fais défoncer, tu ne sais pas pourquoi. Il y a une dégradation de la qualité des services que tout le monde peut constater. On nous demande de payer de plus en plus, etc., etc. Puis en plus, quand tu regardes les chiffres, tu vois que ça va dans le mur. Donc voilà. Donc un bon coup de tronçonneuse, ça fera du bien, quoi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'administrations qui ne servent à rien. Je veux dire, il faut regarder les ministères qu'il y a. Bon, si tu avais une liste, je te dirais, OK, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, tu vois, Voilà, mais idéalement, d'avoir un État qui revient plus à sa mission première, qui est l'État régalien. En gros, tous les États jusqu'à la fin du XIXe siècle étaient des États régaliens. Ils s'occupaient de justice, de police et d'armée, et puis c'était tout. Sur le reste, ils nous laissaient tranquilles. Hein. Ouais. Écoute, on arrive à la fin. J'aimerais quand même prendre quelques minutes pour savoir un peu quelles sont tes actus aujourd'hui. Oui. Il y a le livre, il y a la promo du livre, je pense. Qu'est-ce que tu proposes aussi ? Quels sont, entre guillemets, tes produits à tes clients ? Qu'est-ce que tu offres ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout de mon nouveau business, parce que donc, on a parlé de mon premier que j'ai vendu au bout de 10 ans. Et en fait, donc, mon premier business, c'était une aventure géniale, mais je me suis rendu compte au bout de 5 ans que je travaillais 60-70 heures par semaine, je prenais une semaine de vacances par an. Je voyais pas, et je trouvais que j'avais un déséquilibre trop important entre ma vie pro et perso, j'avais 24 ans. Hein. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, ce business que j'avais créé pour devenir libre était devenu une prison. Parce que je voyais pas trop comment réduire mon temps de travail dedans sans mettre en péril la rentabilité. Je voyais pas comment vendre l'entreprise. C'était ma seule source de revenus. Je me suis dit, mince, en fait, je me suis créé mes propres menottes, quoi. Et j'ai cherché une solution pendant longtemps. Et puis finalement, je la fais courte, j'ai créé un business web qui me permet aujourd'hui de dire que j'ai un business au service de ma vie plutôt que ma vie soit au service de mon entreprise. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. J'enseigne aux gens à créer et développer un business web qui soit au service de leur vie, plutôt qu'il soit enchaîné par eux, par lui. Donc voilà, et donc c'est une valeur fondamentale pour moi, la liberté, et c'est vrai que la souveraineté aussi, c'est pour ça que mon nouveau livre va complètement dans la continuité de ces valeurs. Et donc ce que j'enseigne aujourd'hui, j'ai une formation qui s'appelle Business Libre dans laquelle j'enseigne ça, et je vais probablement sortir une formation pour accompagner de manière pratique tous les gens qui veulent s'expatrier. Il y a déjà pas mal de conseils dans mon livre, mais ça sera pour les gens qui veulent aller plus loin. Ok, magnifique. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu vas ajouter ? Écoutez, si vous êtes toujours là, c'est que probablement le sujet vous a intéressé, donc à mon avis, le livre devrait vous passionner, je pense. Qu'est-ce que toi tu lis ? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? C'est quoi Alors en ce moment, je suis devenu un expert. J'ai fait des recherches de plus d'une centaine d'heures sur le Bitcoin et plus d'une centaine d'heures sur l'Ethereum pour mon livre, et je suis devenu un expert de ces deux crypto-monnaies. Et je lis beaucoup de choses en relation avec ces deux crypto-monnaies, du coup pas vraiment des livres parce que ça évolue tellement vite qu'il faut suivre sur le web. Quelle source ? C'est plutôt quoi beaucoup X. Ok. Ouais. J'aime pas les médias sociaux, mais j'ai dû me mettre à X parce que la plupart des chercheurs et des gens influents dans tous les sujets que j'aborde dans mon livre sont sur X. En fait. Comme qui ?
Oh, il y a, il y a Balaji, donc je cite dans mon livre, qui a écrit le livre The Network State. On n'a pas eu l'occasion de parler de l'État réseau, c'est dommage, mais voilà, tous les gens qui sont à Prospera, la cité libre de Honduras, on n'a pas eu le temps d'en parler non plus. C'est clairement un sujet qui m'intéressait. Là, il faut à nouveau 2 heures. Hein. Bon, mais c'est ça. Pour moi, il y a 600 pages, hein, je veux dire, on peut en parler 10 heures, on n'aura même pas fait le tour. Tu parlais du régionalisme en Suisse qui fonctionne ou en France qui pourrait marcher, mais ce genre de villes du futur, pour moi, sont extraordinaires. Et on pourrait vivre de l'une à l'autre, au gré des climats, des business, des saisons, des envies. Oui, parce que c'est ça. Donc là, je pense que les gens qui ont regardé cette vidéo ont bien compris que l'État-nation est en train de se faire disrupter, mais du coup, quelles sont les nouvelles formes de gouvernance qui, elles, se font nourrir par le Léviathan réseau plutôt que de se faire disrupter? C'est ça, les cités libres, les États réseaux, et peut-être même d'autres formes de gouvernance comme la futarchie, etc., qu'on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui. Une prochaine. Voilà, c'est un teaser pour la prochaine fois, vous dire en commentaire si vous voulez. Clair. Mais pour moi, c'est le futur, et j'y vois aussi des îlots de personnes en conscience. Oui. Tu vois, on parlait de ce fameux 1%. Mais des îlots en réseau, c'est la grande différence. Bien sûr. Avant. Et pas isolés comme pouvaient être Gênes ou Venise. Exactement. Ou les villes du passé. Ouais. On est bon? Mon amour, bienvenue. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, dernière fois, tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Olivier Roland, pour moi, c'est une pépite. Dernière chose, celui-là, tu l'as écrit Olivier qui avait 20 ans. Celui-là, c'est pour l'Olivier de... Quel Olivier? Quel Olivier quantique? Là, c'est l'Olivier qui est parti de France il y a 10 ans pour lui donner une meilleure conscience de tout ce nouveau monde. Donc c'est pour l'Olivier d'une trentaine d'années? Oui, ça mais dans les faits, ça reste à toute personne. C'est même pas uniquement pour les gens qui veulent s'expatrier, tu vois, parce que je pense que, tu me diras si tu es d'accord, je pense que j'amène quand même une grille de lecture que tu vois pas du tout dans les médias, vraiment un angle qui éclaire d'un éclairage nouveau des tas de choses que l'on voit aujourd'hui, comme le marasme et politique économique de la France, etc. Et ça te donne en fait une plus grande pertinence dans ton regard sur les choses. Pour moi, en francophonie, tu es le seul qui proposait ça de façon aussi sharp, avec une approche livresque, data. Tu vois, parce que moi j'allais jusqu'à maintenant chez Andrew Henderson, tu vois, Nomade Capitaliste, etc. Oui. Parce que c'était un des seuls, il y en a d'autres, mais c'était un des seuls quand même qui avait écrit un livre à côté de ça qui était constant et avec un univers clair à ce niveau. Et là, j'étais content de trouver une version francophone bien nourrie, bien pimpée. Ben voilà. Donc merci à toi. Merci à toi. Une prochaine. On se fait Prospera la prochaine fois. Si tu veux. Plaisir. Ou à Dubaï. Ou à Dubaï.